La pluie tambourinait contre les vitres de l'appartement exigu de Belleville comme un rappel brutal que cette journée ne serait pas différente des autres. Du moins, c'est ce que pensait Claire Delorme en fouillant frénétiquement dans son sac à main, renversant tube de rouge à lèvres et ticket de métro froissé sur le carrelage froid de sa cuisine. « Merde, merde, merde !» marmonna-t-elle entre ses dents, ses cheveux châtains encore humides de sa douche express retombant devant ses yeux verts fatigués. Dans la chambre voisine, sa sœur Élise émit un grognement de protestation. À 25 ans, Élise avait encore le luxe de dormir jusqu'à midi entre deux cours à l'université, un luxe que Claire, du haut de ses 30 ans et de ses responsabilités d'aînée, ne pouvait plus s'offrir depuis longtemps. « Claire, tu fais un boucan d'enfer !» lança Élise d'une voix enrouée par le sommeil. « Désolé, je trouve pas mon badge d'accès », répondit Claire en continuant ses recherches, genoux au sol, inspectant sous le frigo comme si sa survie professionnelle en dépendait. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Aujourd'hui, Valmont & Associés annonçait l'arrivée de leur nouveau PDG et Claire avait passé des semaines à préparer cette transition. En tant que secrétaire de direction, elle connaissait chaque dossier, chaque client, chaque détail qui faisait tourner cette entreprise de conseil en image de luxe. Si elle arrivait en retard à la réunion de présentation, « Le voilà !» s'exclama-t-elle, en extirpant le badge coincé entre les pages d'un magazine de décoration froissée. Claire se releva d'un bond, ajusta sa veste grise, la plus professionnelle de sa garde-robe limitée, et attrapa son parapluie défaillant. En passant devant le miroir de l'entrée, elle aperçut son reflet, des cernes marquées sous ses yeux verts, une expression tendue qui trahissait l'accumulation de fatigue des derniers mois. Depuis que leur mère était tombée malade l'année précédente, Claire jonglait entre son travail chez Valmont, ses gardes de week-end dans un restaurant du Marais et les visites à l'hôpital. « Tu rentres tard ce soir ?» demanda Élise depuis sa chambre. « Sûrement. Grosse journée aujourd'hui. » Claire claqua la porte de leur petit appartement au 3e étage sans ascenseur et dévala les escaliers 4 à 4. Dans la rue, le chaos matinal de Belleville l'accueillit. Klaxons impatients, odeurs mélangées de café et d'échappement, piétons pressés évitant les flaques comme des danseurs synchronisés. Elle consulta sa montre, 8h47. La réunion commençait à 9h30 et il lui fallait encore prendre le métro jusqu'aux Champs-Élysées. Techniquement, c'était faisable. Mais Claire connaissait trop bien les caprices de la ligne 11 pour se sentir rassurée. En effet, arrivée à République, l'annonce fatidique résonna dans les haut-parleurs grésillants. « Mesdames et messieurs, nous vous informons d'un incident voyageur à Châtelet. Le trafic est momentanément interrompu. » Claire ferma les yeux et compta jusqu'à 10 en serrant les poings. Autour d'elle, la foule commençait à manifester son mécontentement par des soupirs exaspérés et des regards vers les montres. 15 minutes, puis 20, puis 30. À 9h15, quand les rames reprirent enfin leur course, Claire savait qu'elle ne serait jamais à l'heure. L'angoisse lui nouait l'estomac, tandis qu'elle calculait mentalement, arrivée à Franklin D. Roosevelt à 9h35 au mieux, 5 minutes de marche rapide jusqu'au bureau de Valmont. Elle débarquerait en pleine présentation, essoufflée et débraillée, devant le nouveau patron dont elle ne connaissait même pas le nom. C'est dans cet état d'esprit qu'elle émergea enfin de la station, sous une pluie qui avait redoublé d'intensité. Son parapluie rendit l'âme dès la première rafale de vent, se retournant comme une fleur fanée. Claire le jeta rageusement dans la première poubelle venue et courut vers les Champs-Élysées, ses cheveux plaqués sur son visage, sa veste trempée collant à ses épaules. À l'angle de la rue Oberkampf, elle aperçut la devanture chaleureuse du café des Deux Moulins. Une bouffée de chaleur et d'arôme de café s'échappa quand quelqu'un poussa la porte vitrée. Claire n'hésita qu'une seconde. Elle avait besoin d'un café serré pour affronter cette journée, et peut-être pourrait-elle sécher ses cheveux quelques minutes à l'abri. Elle poussa la porte d'un geste brusque et se faufila à l'intérieur, secouant ses cheveux trempés. L'atmosphère feutrée du café, avec ses banquettes en velours rouge et ses miroirs anciens, offrait un contraste saisissant avec l'agitation de la rue. Une dizaine de clients étaient dispersés aux différentes tables, la plupart plongés dans leurs journaux ou leurs téléphones.
Claire se dirigea vers le comptoir d'un pas rapide, consultant sa montre, 9h32. Elle était officiellement en retard, mais 5 minutes de plus ou de moins ne changeraient rien maintenant. Autant prendre ce café et arriver avec un minimum de dignité plutôt que dégoulinante et tremblante. C'est alors qu'elle le heurta. L'homme se tenait devant la caisse, immobile, et Claire, dans sa précipitation, lui rentra dedans de plein fouet. Il chancela légèrement, et elle aperçut un flash de son profil. Un large cache-col sombre remontait jusqu'à ses pommettes, ne laissant visible que ses yeux et son front. Ce qu'elle vit de son visage la surprit. Une cicatrice marquée courait le long de sa tempe gauche, disparaissant sous l'étoffe. « Excusez-moi » lança Claire d'un ton sec, sans vraiment regarder l'homme qu'elle venait de bousculer. Elle se dirigea vers le comptoir, mais remarqua qu'il n'avançait pas. Il restait planté là, fixant le menu affiché au-dessus de la machine à café, comme s'il déchiffrait des hiéroglyphes. Ses mains, qu'elle entrevit brièvement, semblaient trembler légèrement. « Un café serré, s'il vous plaît, et vite !» commanda-t-elle au barista, un jeune homme aux cheveux bouclés qui acquiesça avec un sourire compatissant. Derrière elle, l'homme au cache-col n'avait toujours pas bougé. Claire consulta sa montre. 9h34. Chaque seconde qui passait aggravait sa situation. Elle tapotait nerveusement du pied, sentant la tension monter en elle comme une cocotte minute, prête à exploser. « Monsieur » interpella gentiment le barista. « Vous avez fait votre choix ?» L'homme sursauta légèrement. Ses yeux, d'un brun profond, remarqua Claire malgré elle, se tournèrent vers le jeune homme derrière le comptoir. Il ouvrit la bouche comme pour parler, mais aucun son n'en sortit. Il porta une main à sa gorge, l'air embarrassé. « commença-t-il d'une voix rauque, presque inaudible. « Un café, juste un café. » Il fouilla dans sa poche et en sortit un portefeuille en cuir usé. Ses doigts malhabiles tentaient d'extraire des billets, mais il semblait avoir du mal à compter la monnaie. Claire, déjà exaspérée par son retard, sentit sa patience s'effriter complètement. « Oh, pour l'amour du ciel !» explosa-t-elle, sa voix résonnant dans le café et attirant les regards des autres clients. « Si vous ne savez pas ce que vous voulez, n'embarrassez pas ceux qui ont quelque part où aller. » L'homme se figea. Lentement, très lentement, il tourna la tête vers elle. Le cache-col glissa légèrement, révélant une cicatrice plus profonde qu'elle ne l'avait d'abord pensé. Une marque qui partait de sa tempe et descendait jusqu'à sa mâchoire, déformant légèrement le côté gauche de son visage. Mais ce qui la frappa le plus, ce furent ses yeux. Ils ne reflétaient ni colère ni gêne, juste une tristesse infinie, comme celle d'un homme habitué à ce genre d'humiliation. Il la regarda avec une intensité troublante, comme s'il gravait son visage dans sa mémoire. « Excusez-moi » murmura-t-il d'une voix si basse qu'elle dut tendre l'oreille pour l'entendre. Il posa un billet de 20 € sur le comptoir, largement suffisant pour un simple café, et se dirigea vers la sortie sans attendre la monnaie. Sa démarche était légèrement claudicante, comme s'il avait également des séquelles physiques de ce qui avait causé ses blessures au visage. « Monsieur, votre monnaie !» l'interpella le barista, mais l'homme avait déjà poussé la porte et disparu dans la pluie. Un silence gêné s'installa dans le café. Claire sentit le poids des regards sur elle. Une dame âgée à la table du fond la fixait avec réprobation, secouant lentement la tête. Le barista lui tendit son café avec un sourire forcé, visiblement mal à l'aise. « Voilà votre café serré, madame. » Claire prit le gobelet en carton, paya rapidement et sortit du café sans un mot. Dehors, elle scruta la rue dans les deux directions, mais l'homme avait disparu. La pluie continuait de tomber, transformant les rues parisiennes en un tableau impressionniste flou. Pendant qu'elle marchait rapidement vers les bureaux de Valmont & Associés, Claire tenta de chasser l'image de ses yeux tristes de son esprit. Elle n'était pas cruelle par nature, mais elle n'avait pas de temps à perdre avec des gens qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient. La vie était déjà assez compliquée comme ça. Pourtant, quelque chose la dérangeait. La façon dont il avait accepté son humiliation sans se défendre, comme s'il y était habitué. Et cette cicatrice, que lui était-il arrivé? « Non !» se dit-elle fermement en secouant la tête. « Tu n'as pas le temps de te préoccuper de parfaits inconnus. » Elle accéléra le pas, ses talons claquant sur le trottoir mouillé. L'immeuble de Valmont & Associés se dressait devant elle.
une façade de verre et d'acier qui reflétait les nuages gris du ciel parisien. Dans le hall d'accueil, tout respirait le luxe discret. Marbre italien, œuvres d'art contemporain, réceptionnistes impeccablement vêtus. « Bonjour Claire », la salua Morgane, l'une des réceptionnistes. « Monsieur Beaumont vous attend dans la salle de conférence. La réunion a déjà commencé. » Jacques Beaumont, le directeur administratif, était son supérieur direct depuis 3 ans. Un homme de 50 ans aux cheveux gris parfaitement coiffés qui portait des costumes hors de prix et collectionnait les montres vintage. Il était exigeant mais juste, et Claire avait réussi à gagner son respect par son efficacité et sa discrétion. Elle monta au 8e étage par l'ascenseur, tentant de remettre de l'ordre dans ses cheveux encore humides. Devant la porte de la salle de conférence, elle prit une profonde inspiration et frappa doucement avant d'entrer. « Ah, Claire !» s'exclama Beaumont avec un sourire soulagé. « Nous vous attendions. » La salle était remplie d'une quinzaine de personnes, les directeurs de chaque département, quelques consultants seniors et les assistantes de direction. Tous les regards se tournèrent vers elle tandis qu'elle prenait place discrètement au fond de la salle. « Bien !» reprit Beaumont en se levant. « Maintenant que nous sommes au complet, je peux avoir l'honneur de vous présenter celui qui va diriger Valmont, un associé, vers une nouvelle ère de croissance et d'innovation. » Il se dirigea vers la porte donnant sur le bureau adjacent, celle qui menait au bureau du PDG. Claire sortit son carnet et son stylo, prête à prendre des notes sur les orientations stratégiques qu'allait présenter ce nouveau dirigeant dont elle ne connaissait encore ni le nom, ni le visage. « Mesdames et messieurs, » annonça Beaumont d'une voix solennelle, « j'ai l'immense plaisir de vous présenter notre nouveau président directeur général. » La porte s'ouvrit lentement, et Claire sentit son cœur s'arrêter de battre. L'homme qui entra dans la salle de conférence portait un costume anthracite parfaitement taillé, une chemise blanche immaculée et une cravate de soie bleu marine. Ses cheveux bruns étaient impeccablement coiffés et sa posture dégageait une autorité naturelle. Mais ce qui coupa littéralement le souffle à Claire, c'était son visage. C'était lui, l'homme du café, l'homme qu'elle avait humilié 1 heure plus tôt. La cicatrice était toujours là, courant de sa tempe gauche jusqu'à sa mâchoire, mais dans ce contexte, elle ne diminuait en rien sa prestance. Au contraire, elle semblait lui conférer une aura de mystère et de force. Ses yeux bruns, les mêmes qu'il avait regardés avec tant de tristesse au café, balayèrent maintenant l'assemblée avec un calme olympien. « Gabriel Marchand », annonça Beaumont avec une fierté non dissimulée. Ancien directeur général de Marchand Industries, diplômé de HEC et de Harvard Business School. Claire sentit ses mains devenir moites. Gabriel Marchand. Ce nom lui disait quelque chose. Où l'avait-elle déjà entendu? Monsieur Marchand reprend les rênes de notre entreprise après 3 années consacrées à des projets personnels, continua Beaumont. Sa vision innovante et son expérience internationale vont permettre à Valmont, un associé, de conquérir de nouveaux marchés. Gabriel s'avança vers le centre de la salle, et Claire remarqua cette légère claudication qu'elle avait observée au café. Il posa les mains sur le dossier d'une chaise et laissa son regard parcourir l'assistance. Quand ses yeux croisèrent ceux de Claire, elle eut l'impression que le temps se suspendait. Il la fixa pendant quelques secondes qui lui parurent une éternité sans qu'aucune émotion ne transparaisse sur son visage. « Merci, Jacques », dit-il d'une voix grave et posée, très différente du murmure hésitant qu'elle avait entendu au café. « Je suis ravi de rejoindre cette équipe talentueuse. » Il commença son discours de présentation, exposant sa vision pour l'entreprise avec une éloquence et une assurance qui impressionnaient visiblement l'assemblée. Claire, elle, n'entendait qu'un bourdonnement confus. Son esprit tournait à vide, ressassant la scène du café, analysant chaque détail de leur brève interaction. Gabriel Marchand. Soudain, les pièces du puzzle s'assemblèrent dans sa tête. Elle se souvenait maintenant, il avait fait les gros titres de la presse économique 3 ans plus tôt. L'héritier de l'empire industriel Marchand, promis à un brillant avenir, fiancé à Amélie de Montclair, fille d'une grande famille de la haute bourgeoisie parisienne. Et puis, l'accident. Un terrible accident de voiture qui avait tout changé. Les détails lui revenaient par bribes.
des semaines d'hospitalisation, des opérations multiples, une convalescence qui s'était éternisée. Et surtout, la rupture de ses fiançailles. Amélie de Montclair avait officiellement invoqué des différences irréconciliables, mais les journaux à scandale avaient été plus directs. Elle n'avait pas supporté les cicatrices de son fiancé. Après cela, Gabriel Marchand avait disparu de la scène publique. Plus d'interviews, plus de soirées mondaines, plus d'apparitions dans les pages People. Certains disaient qu'il s'était retiré dans sa propriété familiale en Normandie, d'autres qu'il avait quitté la France. Personne ne savait vraiment ce qu'il était devenu. Et voilà qu'il se tenait devant elle, reprenant les rênes d'une entreprise de prestige avec cette même cicatrice qu'elle avait entrevue au café, cette même vulnérabilité qu'elle avait piétinée sans le savoir. Notre stratégie se concentrera sur 3 axes principaux, expliquait Gabriel, désignant des graphiques projetés sur l'écran derrière lui. Premièrement, l'expansion internationale, notamment vers les marchés asiatiques en pleine croissance. Deuxièmement, la digitalisation de nos processus pour améliorer notre efficacité opérationnelle. Troisièmement, le développement de notre expertise en gestion de crise, un domaine où je pense avoir une certaine expérience personnelle. Cette dernière phrase fut prononcée avec une pointe d'ironie qui n'échappa à personne. Quelques sourires polis parcoururent l'assemblée, mais Claire y décela autre chose. Une blessure à peine cicatrisée, une fêlure dans cette façade de self-control parfait. Je compte sur chacun d'entre vous pour m'accompagner dans cette transformation, poursuivit Gabriel. Dans les semaines à venir, je rencontrerai individuellement tous les membres de l'équipe pour mieux comprendre vos missions et vos aspirations. Son regard se posa de nouveau sur Claire, et cette fois, elle crut déceler une lueur d'amusement dans ses yeux. Ou peut-être était-ce de la malice. Elle n'aurait su le dire. « Des questions ?» demanda-t-il à l'Assemblée. Sophie Lemaire, la directrice marketing, leva la main. « Monsieur Marchand, pouvez-vous nous en dire plus sur votre expérience en gestion de crise? Cela semble être un domaine qui vous tient particulièrement à cœur. » Gabriel marqua une pause et Claire vit ses mâchoires se contracter légèrement. Disons que j'ai appris par l'expérience qu'une entreprise, comme un homme, peut survivre aux épreuves les plus difficiles si elle sait s'adapter et se réinventer. Les cicatrices ne sont pas forcément des faiblesses. Parfois, elles témoignent d'une capacité de résistance exceptionnelle. Le silence qui suivit était chargé d'émotions. Chacun comprenait qu'il ne parlait pas seulement de stratégie d'entreprise. « Bien », reprit Beaumont pour détendre l'atmosphère. « Je pense que nous pouvons maintenant laisser M. Marchand s'installer dans ses nouveaux bureaux. L'équipe de direction se réunira demain matin à 9 heures pour définir les priorités des prochaines semaines. » Les collaborateurs commencèrent à se lever et à sortir de la salle, échangeant des commentaires à voix basse sur leur nouveau patron. Claire, elle, restait clouée sur sa chaise, incapable de bouger. Elle regardait Gabriel rassembler ses documents, remarquant la précision de ses gestes, l'élégance naturelle de ses mouvements, malgré son handicap visible. « Claire ?» La voix de Beaumont la fit sursauter. « Tout va bien? Vous semblez préoccupée. »« Non, tout va bien, » balbutia-t-elle en se levant précipitamment, renversant son stylo qui roula sous la table. Elle se baissa pour le ramasser, et quand elle se redressa, Gabriel se tenait devant elle. De près, elle pouvait voir les détails de sa cicatrice, mais aussi la noblesse de ses traits, l'intelligence qui brillait dans ses yeux sombres. « Mademoiselle Delorme, je présume ?» dit-il d'une voix douce. « Jacques m'a beaucoup parlé de votre travail. Il paraît que vous êtes l'âme de cette entreprise. » Claire sentit un rouge brûlant envahir ses joues. « Merci, monsieur Marchand. J'aimerais vous rencontrer demain matin pour faire le point sur les dossiers en cours. Disons 8 heures dans mon bureau ?» C'était formulé comme une question, mais le ton ne laissait place à aucune négociation. Claire hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Gabriel lui sourit alors, un sourire qui transformait complètement son visage, effaçant momentanément la gravité de ses traits. « Parfait. J'ai l'impression que nous allons très bien nous entendre. » Il sortit de la salle, laissant derrière lui un parfum subtil de bergamote et de bois de santal. Claire resta immobile, le cœur battant la chamade, comprenant que sa vie venait de basculer de manière irréversible.
Claire rentra chez elle dans un état second, ses pas la portant mécaniquement à travers les rues de Paris sans qu'elle prête attention aux klaxons ou aux passants qui la bousculaient. L'image de Gabriel Marchand, tantôt vulnérable au café, tantôt imposant dans la salle de conférence, tournait en boucle dans son esprit comme un film dont elle ne parvenait pas à arrêter la projection. Dans le métro bondé de 18 heures, coincé entre un homme qui lisait son journal en respirant bruyamment et une femme qui parlait fort au téléphone, Claire ferma les yeux et tenta de faire le tri dans ses émotions. Honte, angoisse, curiosité, appréhension, tout se mélangeait dans un cocktail explosif qui lui donnait la nausée. Quand elle poussa la porte de son appartement, Élise l'accueillit depuis le canapé du salon, un bol de céréales à la main et une série télévisée en fond sonore. « Salut, comment s'est passée ta grande journée? Le nouveau patron est sympa ?» Claire laissa tomber son sac près de l'entrée et se dirigea vers la cuisine sans répondre. Elle ouvrit le réfrigérateur, contempla son contenu clairsemé. Quelques yaourts, des restes de la veille, une bouteille de vin blanc entamée, et le referma sans rien prendre. « Claire !» insista Élise en mettant la télévision en sourdine. « Ça va? Tu es toute pâle. »« Je crois que j'ai fait une grosse bêtise ce matin, » lâcha Claire en s'effondrant sur une chaise de la cuisine. Élise posa son bol et vint s'asseoir en face de sa sœur, l'air inquiet. « Quel genre de bêtise? Tu as renversé du café sur le nouveau patron? » Pire que ça. Claire passa ses mains dans ses cheveux, défaisant le chignon qu'elle avait tenté de maintenir toute la journée. « Tu te souviens de Gabriel Marchand, l'industriel qui a eu cet accident il y a quelques années ?» Vaguement, le type qui était fiancé à cette fille de la haute société et qui a disparu de la circulation après son accident. « C'est lui, mon nouveau patron. » Élise haussa les sourcils. « Oh. Et alors, en quoi c'est une bêtise ?» Claire lui raconta alors l'épisode du café, n'omettant aucun détail, sa précipitation, sa colère, la façon dont elle avait humilié cet homme qu'elle prenait pour un simple client indécis. Élise l'écouta sans l'interrompre, ses yeux s'écarquillant progressivement. « Mon Dieu, Claire, tu l'as vraiment engueulé comme ça. J'étais en retard, j'étais stressée, et il avait l'air... » Claire chercha ses mots. Il avait l'air perdu, fragile. « J'ai pensé que c'était juste quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il voulait et qui faisait perdre du temps à tout le monde. Et maintenant, je dois le voir demain matin à 8 heures pour faire le point sur les dossiers. » Claire enfouit son visage dans ses mains. Comment je vais pouvoir le regarder en face? Élise se leva et alla chercher la bouteille de vin dans le réfrigérateur. Elle en servit 2 verres et en poussa un vers sa sœur. « Bois ça. Et ensuite, dis-moi, il a fait allusion à votre rencontre du matin. » « Non. Enfin, pas directement. Mais il m'a regardé. » Claire frissonna au souvenir de ce regard intense. « J'ai eu l'impression qu'il savait exactement qui j'étais. Peut-être qu'il t'a reconnu, peut-être pas. Les gens font parfois plus attention au visage qu'on ne le croit. » Élise but une gorgée de vin et réfléchit. « Mais bon, même s'il t'a reconnu, qu'est-ce qu'il peut faire? Te virer pour impolitesse dans un café public? Il peut me rendre la vie impossible. Me donner les pires missions, me critiquer devant tout le monde, trouver des prétextes pour me faire partir. » Claire énumérait ses craintes comme une litanie. « Tu sais combien j'ai besoin de ce travail, Élise, avec les frais médicaux de maman et ton université et ce loyer. Hé, calme-toi. » Élise posa une main apaisante sur celle de sa sœur. « Tu n'as pas tué son chien. Tu as juste été un peu brusque avec un inconnu dans un café. Ça arrive à tout le monde. » Mais Claire n'arrivait pas à se défaire du souvenir de ses yeux tristes, de la façon dont Gabriel avait accepté son humiliation sans se défendre, comme s'il y était habitué. Elle repensa aux articles qu'elle avait lus sur lui autrefois, avant l'accident. Gabriel Marchand, l'héritier promis à un avenir doré, adulé par la presse économique et People, et puis la chute brutale. L'accident, les opérations, l'abandon de sa fiancée, la disparition médiatique. Combien de fois avait-il dû subir des regards dégoûtés, des murmures dans son dos, des gestes d'évitement depuis son accident? Combien de fois s'était-il senti humilié par des gens qui ne voyaient en lui que ses cicatrices? « Je pense qu'il a déjà suffisamment souffert, » murmura Claire. « Et moi, je n'ai fait qu'en rajouter. »
Cette nuit-là, Claire ne dormit que par à-coups. Elle se tournait et se retournait dans son lit, rejouant sans cesse la scène du café, imaginant 1000 façons dont elle aurait pu réagir différemment. Elle aurait pu être patiente, compréhensive. Elle aurait pu remarquer sa claudication, la gêne qui l'habitait visiblement. Elle aurait pu être humaine, tout simplement. Vers 3 heures du matin, elle abandonna tout espoir de sommeil et se leva pour préparer du thé. Debout dans sa cuisine plongée dans l'obscurité, regardant les lumières de Belleville scintiller à travers la fenêtre, elle prit une décision. Demain, elle s'excuserait. Peu importaient les conséquences sur sa carrière, peu importait l'embarras que cela pourrait créer. Elle lui dirait qu'elle l'avait reconnu, qu'elle regrettait son comportement et qu'elle espérait qu'ils pourraient travailler ensemble de manière professionnelle malgré ce début malheureux. Avec cette résolution, elle retourna se coucher et réussit enfin à trouver quelques heures de sommeil agité, peuplé de rêves confus, où des hommes au visage blessé la regardaient avec des yeux pleins de reproches. Le réveil sonna à 6h30. Claire se leva d'un bond, prit une douche brûlante et choisit avec soin sa tenue. Un tailleur bleu marine classique, ses plus beaux escarpins, un maquillage discret mais soigné. Si elle devait affronter Gabriel Marchand et possiblement perdre son emploi, au moins le ferait-elle avec dignité. Dans le métro qui la menait vers les Champs-Élysées, elle répéta mentalement son discours d'excuses. « Monsieur Marchand, je tenais à vous présenter mes excuses pour mon comportement de ce matin au café. J'étais en retard et stressé, mais cela n'excuse en rien ma grossièreté. J'espère que nous pourrons faire table rase de cet incident et travailler ensemble de manière professionnelle. » Simple, directe, sincère, elle espérait que cela suffirait. Quand elle arriva devant l'immeuble de Valmont & Associés, il était 7h45. Le hall était encore presque désert. Seules quelques femmes de ménage terminaient leur service matinal. Claire monta au 8e étage, le cœur battant, et s'arrêta devant la porte du bureau directorial. Elle frappa 3 coups discrets et attendit. « Entrez !» La voix de Gabriel était calme, posée. Claire poussa la porte et découvrit un bureau qu'elle connaissait bien, celui de l'ancien PDG, mais qui avait déjà été réaménagé. Les œuvres d'art pompeux avaient disparu, remplacées par des photographies en noir et blanc de paysages urbains. Le bureau, massif et imposant, avait été repositionné pour faire face à la fenêtre plutôt qu'à la porte. Gabriel se leva de son fauteuil et se tourna vers elle. Dans la lumière matinale qui filtrait à travers les grandes baies vitrées, sa cicatrice était plus visible, mais son regard était serein. Mademoiselle Delorme, ponctuelle comme toujours, d'après Jacques. Claire resta debout près de la porte, les mains moites, son discours d'excuses se bousculant dans sa tête. « Monsieur Marchand, avant que nous commencions, je tenais à... » Il leva une main pour l'interrompre, un léger sourire aux lèvres. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous avons beaucoup de travail devant nous. » Claire s'assit lentement dans le fauteuil en cuir face au bureau, ses mains agrippées à son sac comme à une bouée de sauvetage. Gabriel retourna à sa place, ses mouvements mesurés trahissant une maîtrise parfaite de lui-même. Il ouvrit un dossier épais et en sortit plusieurs documents qu'il étala méthodiquement devant lui. « J'ai passé la soirée à étudier les comptes de l'entreprise et les dossiers clients, » commença-t-il sans lever les yeux. « Votre travail est remarquable. Le suivi administratif est impeccable, les relations clients sont excellentes et Jacques m'a dit que vous aviez géré seul plusieurs crises majeures ces derniers mois. » Claire sentit une bouffée de soulagement mêlée de surprise. Elle s'attendait à des reproches, à une confrontation, pas à des compliments professionnels. « Merci, monsieur Marchand. En revanche, » continua Gabriel en relevant enfin les yeux vers elle, « il y a quelques points sur lesquels j'aimerais votre éclairage. Le dossier Beausoleil, par exemple. Pourquoi avons-nous perdu ce contrat? » La question était purement professionnelle, mais Claire avait du mal à se concentrer. Elle observait le visage de Gabriel, cherchant un indice qui lui dirait s'il l'avait reconnu ou non. Sa cicatrice, visible dans la lumière du matin, partait effectivement de sa tempe et descendait jusqu'à sa mâchoire, déformant légèrement son sourire. Mais, loin de le défigurer, elle lui conférait une gravité presque aristocratique. « Mademoiselle Delorme ?» La voix de Gabriel la ramena à la réalité. « Excusez-moi. Le dossier Beausoleil... » Claire se ressaisit et plongea dans l'explication technique.
Nous avons perdu le contrat parce qu'ils ont préféré une agence londonienne qui proposait une approche plus agressive. Notre stratégie était peut-être trop conservatrice pour ce qu'ils recherchaient. Gabriel hocha la tête, prenant des notes dans un carnet élégant. Et qu'auriez-vous fait différemment? La question l'a surpris. Ses anciens patrons ne lui demandaient jamais son avis sur la stratégie. Eh bien, j'aurais peut-être proposé une campagne de communication plus audacieuse. Beausoleil voulait se repositionner après le scandale des contrefaçons. Ils avaient besoin de choquer pour faire oublier. Intéressant. Gabriel la regardait avec attention, et Claire se demanda s'il évaluait ses compétences professionnelles ou s'il se remémorait la scène du café. Vous avez une vision claire des enjeux. C'est exactement le genre de réflexion que j'attends de mes collaborateurs. Ces collaborateurs, pas mes employés ou mes subordonnés, mais mes collaborateurs. Claire nota la nuance. Ils passèrent l'heure suivante à passer en revue les dossiers en cours. Gabriel posait des questions précises, écoutait ses réponses avec une attention soutenue et prenait des notes. Claire commençait à se détendre malgré elle. Il était intelligent, visiblement compétent, et contrairement à ce qu'elle avait craint, il ne semblait pas avoir d'arrière-pensée concernant leur rencontre matinale. « Bien, » dit Gabriel en refermant le dernier dossier. « J'ai une proposition à vous faire. » Claire sentit son estomac se nouer. Voilà, il allait lui annoncer sa mutation, sa rétrogradation, ou pire encore. « Je voudrais que vous deveniez mon assistante personnelle. » Claire cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Pardon ? Assistante personnelle, » répéta Gabriel avec un petit sourire. « Vous connaissez l'entreprise mieux que quiconque, vous avez une vision stratégique que j'apprécie, et votre franc-parler pourrait m'être utile. » Le terme « franc-parler » résonna étrangement dans la bouche de Gabriel. Claire eut l'impression qu'il faisait allusion à quelque chose de précis, mais elle n'arrivait pas à déterminer quoi. « C'est très flatteur, mais je ne suis qu'une secrétaire de direction. Je n'ai pas les qualifications pour... » « Les qualifications s'acquièrent, » l'interrompit Gabriel. « Le bon sens et l'honnêteté, beaucoup moins. » Il marqua une pause, ses yeux plongés dans ceux de Claire. « J'ai besoin de quelqu'un qui me dise la vérité, même quand elle n'est pas agréable à entendre. Quelqu'un qui ne me ménage pas par pitié ou par calcul. » Cette fois, Claire fut certaine qu'il faisait allusion au café. « Mais comment ? » Il n'avait pas pu l'identifier dans ce chaos matinal, avec ses cheveux trempés et son état de stress avancé. À moins que... « Monsieur Marchand, » commença-t-elle le cœur battant, « je crois qu'il faut que je vous dise quelque chose. » Ce matin, au café de la rue Oberkampf, Gabriel leva de nouveau la main pour l'arrêter, ce même sourire énigmatique aux lèvres. Le café des Deux Moulins ? Excellent établissement. J'y prends souvent mon petit déjeuner quand je loge à l'hôtel du coin. Il savait parfaitement qui elle était, et il était en train de jouer avec elle comme un chat avec une souris. Claire sentit une bouffée de colère monter en elle, rapidement tempérée par la honte. « Vous m'avez reconnu. Disons que votre personnalité ne passe pas inaperçue. » Gabriel se leva et contourna son bureau pour venir s'appuyer contre le bord, face à elle. « Vous étiez pressé, visiblement contrarié, et vous n'avez pas hésité à exprimer votre mécontentement. J'ai trouvé cela rafraîchissant. Rafraîchissant. » Claire n'en croyait pas ses oreilles. « Je vous ai humilié publiquement. » « Non, » dit Gabriel calmement. « Vous avez réagi spontanément à une situation qui vous agaçait. Vous avez dit ce que la plupart des gens pensent tout bas. La différence, c'est que vous l'avez dit tout haut. » Claire se leva à son tour, trop agitée pour rester assise. « Je ne comprends pas. Vous devriez être furieux contre moi. Vous devriez me virer, ou au minimum me faire des reproches. Et au lieu de ça, vous me proposez une promotion ?» Gabriel la regarda longuement, et pour la première fois depuis le début de leur entretien, elle vit une faille dans son masque de self-control. Une ombre de tristesse traversa ses yeux. « Savez-vous combien de personnes m'ont regardé avec pitié ces 3 dernières années ?» dit-il d'une voix plus douce. « Combien m'ont parlé avec cette fausse compassion qui vous donne envie de disparaître sous terre? Combien m'ont détourné les yeux en prétendant ne pas voir mes cicatrices ?» Claire resta silencieuse, comprenant soudain où il voulait en venir. « Vous, au moins, vous m'avez traité comme n'importe qui.
Vous ne m'avez pas regardé comme un objet de pitié ou comme un monstre de foire. Vous m'avez juste pris pour quelqu'un qui vous faisait perdre votre temps, et vous me l'avez dit. C'était normal. La simplicité de cette explication toucha Claire plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle imagina Gabriel, habitué aux égards dus à son rang et à sa fortune, soudain confronté au regard fuyant, aux murmures, à l'isolement social que ses blessures avaient provoqué. Sa grossièreté du matin avait été, paradoxalement, un cadeau, celui de la normalité. « Je suis désolée, dit-elle simplement, pour ce matin et pour tout ce que vous avez dû endurer. » Gabriel hocha la tête, puis retourna s'asseoir derrière son bureau. Alors, cette proposition d'assistanat, Claire réfléchit rapidement. Accepter signifiait travailler étroitement avec un homme qu'elle avait humilié dans une relation professionnelle qui serait forcément teintée de ce premier malentendu. Refuser signifiait rester à son poste actuel, en sécurité mais sans perspective d'évolution. « Le salaire ?» demanda-t-elle pragmatiquement. Gabriel sourit, un vrai sourire cette fois, qui illumina tout son visage. « Doubler, plus les primes sur objectif, plus une formation en stratégie d'entreprise que je financerai personnellement. » Claire sentit son cœur s'emballer. Avec un tel salaire, elle pourrait enfin respirer financièrement, aider sa famille sans se priver, peut-être même envisager de reprendre des études. « J'accepte, » dit-elle, avant de pouvoir changer d'avis. « Parfait. » Gabriel ouvrit un nouveau dossier. « Dans ce cas, votre première mission sera de m'accompagner à un déjeuner d'affaires cet après-midi. Rendez-vous à 12h30 au restaurant Le Meurice. Tenue de ville recommandée. » Claire acquiesça et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, elle se retourna. « Monsieur Marchand, pourquoi moi ? Vraiment ?» Gabriel leva les yeux de ses documents, et elle vit dans son regard une vulnérabilité qu'il cachait habituellement. « Parce que vous êtes la première personne depuis longtemps à me regarder vraiment, mademoiselle Delorme, même pour me faire des reproches. » Claire passa le reste de la matinée dans un état de stupéfaction productive. Elle régla les derniers détails de sa transition avec Jacques Beaumont, qui accueillit la nouvelle de sa promotion avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Gabriel Marchand ne fait jamais rien au hasard, » lui dit-il en l'accompagnant vers son nouveau bureau, une pièce adjacente à celui du PDG, avec vue sur les Champs-Élysées. « S'il vous a choisi, c'est qu'il a ses raisons. Mais attention, Claire, cet homme a traversé des épreuves qui changeraient n'importe qui. Il n'est plus le jeune loup ambitieux d'autrefois. Que voulez-vous dire ?» Beaumont hésita, regardant autour de lui, comme pour s'assurer qu'il n'était pas entendu. Il y a 3 ans, Gabriel était l'héritier parfait, brillant, charismatique, promis à un mariage prestigieux. L'accident n'a pas seulement changé son apparence, il a tout perdu. Sa fiancée, ses amis, sa place dans le monde qui était le sien. Un homme qui traverse ça en ressort soit brisé, soit différent. Claire comprenait l'avertissement implicite. Gabriel Marchand était peut-être imprévisible, amer, ou pire encore. Mais quelque chose en elle refusait de le croire. L'homme qu'elle avait rencontré ce matin était complexe, certes, mais pas dangereux. Du moins, pas au sens où l'entendait Beaumont. À 12h, elle se changea dans les toilettes du bureau, enfilant une robe noire simple mais élégante qu'elle gardait en réserve pour les occasions importantes. Devant le miroir, elle tenta de discipliner ses cheveux en un chignon sophistiqué et appliqua un rouge à lèvres discret. L'image qui lui renvoyait le miroir la surprit. Elle avait l'air professionnelle, compétente, presque à sa place dans ce monde de luxe. Le Meurice était un restaurant gastronomique situé dans le 1er arrondissement, le genre d'établissement où Claire n'avait jamais mis les pieds. Quand elle poussa les lourdes portes de verre, un maître d'hôtel en costume sombre l'accueillit avec un sourire poli mais évaluateur. « Mademoiselle, je rejoins Monsieur Marchand. Réservation pour 12h30. » Le visage de l'homme s'éclaira instantanément. « Bien sûr, Monsieur Marchand vous attend au salon privé. Suivez-moi, s'il vous plaît. » Claire traversa une salle à manger somptueuse, avec ses nappes immaculées, ses couverts en argent et ses bouquets de fleurs fraîches. Les conversations se déroulaient à voix feutrée, ponctuées par le tintement discret des verres de cristal. Elle se sentait comme une intruse dans ce temple de l'élégance parisienne. Le salon privé
était une petite pièce lambrissée avec une table pour 4 personnes. Gabriel était déjà là, en grande conversation avec un homme et une femme que Claire ne reconnut pas. Quand il la vit entrer, il se leva immédiatement. « Ah, Claire !» dit-il avec un sourire chaleureux qui la surprit par sa spontanéité. « Permettez-moi de vous présenter nos invités. Madame Victoire Dufresne, directrice marketing de la maison Hermès, et Monsieur Philippe Moreau, son adjoint. » Claire serra les mains tendues, notant la fermeté de la poignée de Victoire Dufresne et l'évaluation rapide mais bienveillante que cette dernière fit de sa personne. « Enchanté, dit Madame Dufresne. Gabriel nous parlait justement de votre expertise sur les marchés émergents. » Claire faillit s'étrangler. Expertise sur les marchés émergents? Elle qui n'avait jamais quitté la France et dont les connaissances en commerce international se limitaient à ce qu'elle avait appris en gérant les dossiers de Valmont. « Claire Modeste, intervint Gabriel avec un clin d'œil complice. Elle a une approche très terre-à-terre de ces questions. N'est-ce pas, Claire ?» Elle comprit qu'il la mettait à l'épreuve, testant sa capacité d'adaptation. « En effet, » répondit-elle en s'asseyant, « je pense qu'on a parfois tendance à surintellectualiser des marchés qui répondent avant tout à des besoins humains basiques. »« Intéressant, » dit Philippe Moreau en se penchant vers elle. « Pouvez-vous développer ?» Claire sentit le regard de Gabriel posé sur elle, attentif et curieux. Elle prit une inspiration et se lança, puisant dans ses observations de terrain plutôt que dans des théories qu'elle ne maîtrisait pas. Prenez l'Asie du Sud-Est, par exemple. Tout le monde parle de la montée de la classe moyenne, des nouveaux codes de consommation, des influenceurs digitaux. Mais au final, une femme qui achète un sac de luxe à Bangkok ou à Ho Chi Minh Ville, elle veut la même chose qu'une Parisienne, se sentir belle, confiante, reconnue socialement. Les moyens changent, pas les motivations. Victoire Dufresne hocha la tête avec approbation. Voilà exactement le genre d'approche que nous recherchons chez Hermès. Trop de consultants nous pondent des études de marché incompréhensibles alors que la réalité est souvent plus simple. Le déjeuner se déroula dans une atmosphère détendue. Claire découvrit avec étonnement qu'elle parvenait à tenir son rang dans cette conversation de haut niveau, apportant un point de vue pragmatique qui semblait apprécié. Gabriel, de son côté, menait les discussions avec une aisance naturelle, posant les bonnes questions, relançant les sujets, créant des ponts entre les différents intervenants. Ce qui frappa le plus clair, c'était la façon dont les clients de Gabriel le traitaient. Pas de regard gêné sur sa cicatrice, pas de compassion feinte. Juste le respect dû à un professionnel compétent. Elle réalisa que dans ce monde des affaires, l'apparence physique comptait moins que l'intelligence et les résultats. « Alors, Gabriel, dit Victoire Dufresne au moment du café, quand nous présentez-vous votre stratégie complète ? Dans 2 semaines, Claire coordonnera l'équipe projet et s'assurera que nous respectons vos attentes en termes de calendrier. Parfait. » Victoire se tourna vers Claire. « J'espère que nous aurons l'occasion de retravailler ensemble. Votre vision me plaît. » Après le départ des clients, Gabriel et Claire restèrent seuls dans le salon privé. Le silence qui s'installa n'était pas inconfortable, mais chargé d'une tension nouvelle. Claire réalisa qu'elle venait de franchir une étape, de prouver qu'elle pouvait évoluer dans cet univers qu'elle ne connaissait pas. « Pas mal pour une première, » dit Gabriel en terminant son café. « Vous avez su rester authentique tout en vous adaptant au contexte. J'ai eu l'impression d'improviser complètement. C'est exactement ce qu'il fallait faire. » Gabriel la regarda avec une expression que Claire ne parvenait pas à déchiffrer. « Vous savez, ces gens-là ont l'habitude qu'on leur serve de la soupe prédigérée. Votre spontanéité les a surpris, dans le bon sens. » Claire sentit une bouffée de fierté l'envahir. Elle avait réussi. Elle avait tenu son rang, dans un monde qui n'était pas le sien, et elle l'avait fait en restant elle-même. « Gabriel, » dit-elle impulsivement, avant de se reprendre. « Excusez-moi, monsieur Marchand. »« Gabriel suffira, » dit-il avec un sourire. Nous allons travailler en étroite collaboration. Autant lever les barrières hiérarchiques inutiles. Gabriel alors. Le prénom sonnait étrangement dans sa bouche. Pourquoi m'avoir mise dans le bain si directement? N'importe qui d'autre aurait commencé par me faire observer quelques réunions avant de me lâcher face aux clients. Gabriel posa sa tasse et la regarda droit dans les yeux.
Parce que n'importe qui d'autre n'aurait pas eu le courage de me dire mes 4 vérités dans un café. Il marqua une pause. Et parce que j'ai besoin de quelqu'un qui n'ait pas peur de l'inconnu. Quelqu'un qui soit capable de foncer même sans filet de sécurité. Et vous pensez que je suis cette personne? J'en suis certain. Gabriel se leva et l'aida galamment à enfiler son manteau. Mais la vraie question, Claire, c'est, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors qu'il sortait du restaurant et remontait les Champs-Élysées côte à côte, Claire réfléchit à cette question. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait à la hauteur de ses ambitions. Pour la première fois, quelqu'un croyait en elle sans qu'elle ait à faire ses preuves pendant des années. Mais elle sentait aussi que cette nouvelle vie l'éloignait inexorablement de ses origines, de Belleville, de sa simplicité d'autrefois. Et cette perspective l'excitait autant qu'elle l'effrayait. 3 semaines s'écoulèrent dans un tourbillon d'activités. Claire découvrait chaque jour un peu plus les rouages complexes du monde des affaires de luxe, jonglant entre les réunions stratégiques, les présentations clients et la gestion de l'agenda surchargé de Gabriel. Elle rentrait chez elle épuisée, mais exaltée, portée par un sentiment d'accomplissement qu'elle n'avait jamais connu. « Tu changes », lui fit remarquer Élise un soir, alors qu'elle dînait face à face dans leur petite cuisine. « Tes vêtements, ta façon de parler, même ta posture. On dirait que tu deviens, comment dire, plus sophistiqué. » Claire leva les yeux de son ordinateur portable où elle finalisait une présentation pour le lendemain. « Tu dis ça comme si c'était une mauvaise chose. » »« Non, pas mauvaise, différente. » Élise la regarda avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Tu es heureuse, ça se voit, mais parfois j'ai l'impression que tu oublies d'où tu viens. »« Je n'oublie rien du tout, » répondit Claire un peu sèchement. « Simplement, j'apprends à évoluer dans un autre milieu. Et ce Gabriel Marchand, il n'y a que lui dont tu parles depuis 3 semaines. » Claire sentit ses joues s'empourprer. « C'est mon patron, Élise. C'est normal que je parle de mon travail. » Mais au fond d'elle-même, elle savait que sa sœur avait touché dans le mille. Gabriel occupait effectivement ses pensées bien au-delà des heures de bureau. Elle admirait son intelligence vive, sa capacité à déceler les enjeux cachés derrière les discours policés, sa façon de la pousser dans ses retranchements sans jamais la mettre en difficulté. Et puis, il y avait cette vulnérabilité qu'il laissait parfois transparaître, ces moments où le masque du dirigeant impeccable glissait pour révéler l'homme blessé qu'il était resté. Le lendemain matin, Claire arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Elle voulait finaliser la présentation Hermès avant l'arrivée de Gabriel. En poussant la porte de son bureau, elle fut surprise de voir de la lumière filtrée sous celle du PDG. Il était déjà là. Elle frappa discrètement et entra. Gabriel était debout face à la fenêtre, encore vêtu des mêmes vêtements que la veille. Ses cheveux étaient ébouriffés, sa cravate défaite, et elle remarqua une bouteille de whisky à moitié vide sur son bureau. « Gabriel ?» dit-elle doucement. « Tout va bien ?» Il se retourna lentement. Son visage était tiré, ses yeux rougis par la fatigue ou l'alcool. La cicatrice sur sa joue semblait plus marquée, comme si la tension l'avait rendue plus visible. « Claire !» Sa voix était rauque. « Vous êtes en avance. Vous avez passé la nuit ici ?» Gabriel eut un sourire amer. « Disons que je n'arrivais pas à dormir. Alors j'ai préféré travailler. » Claire s'approcha et vit des dizaines de feuilles étalées sur le bureau, des articles de presse, des photos, des documents qui semblaient personnels. Au milieu du chaos, elle reconnut une photo de mariage. Gabriel, 3 ans plus jeune, rayonnant, au bras d'une femme blonde d'une beauté saisissante, Amélie de Montclair. « Je n'aurais pas dû laisser traîner ça », marmonna Gabriel en tentant de rassembler les documents. « Hier, c'était l'anniversaire de votre accident ?» demanda Claire avec douceur. Gabriel s'arrêta net, la regardant avec surprise. « Comment savez-vous ça ? J'ai fait des recherches. Après notre première rencontre, j'ai voulu comprendre qui vous étiez vraiment. » Claire s'assit dans le fauteuil face au bureau. « Vous n'êtes pas obligé d'en parler, mais si vous en avez envie... » Gabriel la regarda longuement, comme s'il évaluait sa sincérité. Puis il se laissa tomber dans son fauteuil et passa une main dans ses cheveux. « 3 ans exactement, » murmura-t-il. « Le 14 novembre. Il pleuvait, comme aujourd'hui. J'allais retrouver Amélie pour dîner.
Nous devions finaliser les détails de notre mariage, prévu pour le printemps suivant. Il prit la photo de mariage et la contempla avec une expression douloureuse. Un chauffard a grillé un feu rouge. Impact à 70 km/h sur le côté conducteur. 6 mois d'hôpital, 12 opérations, des mois de rééducation. Et quand je suis enfin sorti, il eut un rire sans joie. Amélie m'attendait dans le hall avec ses bagages. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas, que ce n'était pas moi qu'elle avait prévu d'épouser. Claire sentit sa gorge se serrer. « Je suis désolé. Le plus drôle, continua Gabriel comme s'il ne l'avait pas entendu, c'est que je la comprends. Regardez-moi, Claire. Regardez vraiment. » Il tourna son visage pour que la cicatrice soit pleinement visible dans la lumière matinale. « Que voyez-vous » Claire l'observa attentivement. Elle vit les marques laissées par l'accident, certes, mais aussi la noblesse de ses traits, l'intelligence qui brillait dans ses yeux sombres, la force qui émanait de sa personne, malgré ses blessures. « Je vois un homme qui a survécu, » dit-elle simplement. « Un homme qui a refusé de se laisser détruire par ce qui lui est arrivé. » Gabriel la dévisagea avec une intensité troublante. « Vous ne voyez pas un monstre, un homme diminué ?»« Non. » Claire se leva et contourna le bureau pour venir se placer face à lui. « Je vois quelqu'un qui a appris que la vraie force ne vient pas de l'apparence, mais de la capacité à se reconstruire. » Gabriel ferma les yeux et Claire vit ses épaules trembler légèrement. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il paraissait complètement vulnérable. « Parfois, murmura-t-il, j'ai l'impression d'être un fantôme, de jouer un rôle dans une pièce où je ne connais plus mon texte. » Sans réfléchir, Claire posa une main sur son épaule. « Vous n'êtes pas un fantôme, Gabriel. Vous êtes l'homme le plus vivant que je connaisse. » Il rouvrit les yeux et la regarda avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue. Quelque chose d'intense, de vulnérable et de reconnaissant à la fois. « Merci, » dit-il si bas qu'elle dut se pencher pour l'entendre. Ils restèrent ainsi quelques instants, dans un silence chargé d'émotion. Claire sentait la chaleur de l'épaule de Gabriel sous sa main. La tension qui l'habitait se relâchait progressivement. Elle réalisa qu'ils avaient franchi une ligne invisible, que leur relation venait de basculer vers quelque chose de plus profond que la simple collaboration professionnelle. « Il faut que vous rentriez chez vous vous reposer, » dit-elle finalement. « Je peux reporter la réunion de ce matin. » « Non. » Gabriel se redressa, reprenant contenance. « Ça va aller, j'ai juste eu un moment de faiblesse. » « Ce n'était pas de la faiblesse, » le corrigea Claire. « C'était de l'humanité. » Gabriel rangea les documents éparpillés sur son bureau, remit sa cravate et passa une main dans ses cheveux pour les discipliner. En quelques minutes, il redevint l'homme d'affaires impeccable qu'elle connaissait. Mais Claire avait vu ce qu'il y avait derrière le masque, et cette vision la bouleversait plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Claire, » dit-il alors qu'elle se dirigeait vers la porte, « ce qui s'est passé ce matin, ne vous inquiétez pas, cela restera entre nous. Ce n'est pas ça. » Il hésita, cherchant ses mots. « Merci de ne pas m'avoir regardé avec pitié. Merci de m'avoir vu. » Claire hocha la tête et sortit du bureau, le cœur battant. En retournant à son poste, elle réalisa que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Gabriel n'était plus seulement son patron fascinant et mystérieux, il était devenu un homme pour lequel elle commençait à éprouver des sentiments qu'elle n'osait pas encore nommer. Et cette prise de conscience la terrifiait autant qu'elle l'exaltait. 2 semaines après cette matinée révélatrice, Claire accompagnait Gabriel à une soirée de gala organisée par la Chambre de commerce franco-asiatique. C'était son premier événement mondain depuis qu'elle était devenue son assistante, et elle appréhendait cette immersion dans un univers qu'elle ne connaissait que par les magazines. L'hôtel de Soubise, dans le Marais, avait été privatisé pour l'occasion. Ses salons dorés accueillaient une centaine d'invités triés sur le volet, dirigeants de multinationales, héritiers de grandes fortunes, personnalités politiques et culturelles. Claire, dans une robe cocktail noire qu'elle avait achetée pour l'occasion, se sentait à la fois intimidée et excitée par ce bain de grand luxe. « Détendez-vous » lui murmura Gabriel à l'oreille, alors qu'il gravissait les marches du perron. « Vous avez votre place ici autant que quiconque. » Il était impeccable dans son smoking, et Claire remarqua que plusieurs femmes se retournaient sur son passage. Sa cicatrice, dans l'éclairage tamisé des lustres,
ne faisait que souligner la prestance naturelle de ses traits. Dès leur entrée dans le grand salon, ils furent abordés par un couple âgé d'une 60aine d'années. L'homme, aux cheveux argentés parfaitement coiffés, tendit une main chaleureuse à Gabriel. « Gabriel, quel plaisir de vous revoir en société. Cela fait si longtemps. Bonsoir, Henri. » Gabriel serra la main tendue avec un sourire poli mais contraint. « Permettez-moi de vous présenter Claire Delorme, mon assistante personnelle. Claire, voici Henri de Malherbe, président du conseil d'administration de Malherbe Industries, et son épouse Marguerite. » Claire serra les mains du couple, notant l'évaluation rapide et pas entièrement bienveillante que Marguerite de Malherbe fit de sa personne. Son regard s'attarda sur ses chaussures, élégantes mais visiblement pas griffées, sur sa coiffure simple, sur ses bijoux discrets. « Enchanté, » dit Marguerite avec un sourire figé. Gabriel ne nous avait pas dit qu'il avait une nouvelle collaboratrice. Le mot « collaboratrice » fut prononcé avec une nuance particulière qui n'échappa à personne. Claire sentit ses joues s'empourprer, mais Gabriel intervint avec un calme olympien. Claire est devenue indispensable à Valmont et Associés. Son expertise nous a déjà permis de décrocher plusieurs contrats majeurs. « Que c'est intéressant, » dit Henri en regardant Claire avec curiosité. « Et d'où venez-vous, mademoiselle? Delorme, c'est bien ça? De Belleville ?» répondit Claire en relevant fièrement le menton. Un silence gêné s'installa. Marguerite échangea un regard entendu avec son mari, comme si cette information confirmait ses soupçons. « Belleville », répéta-t-elle avec un petit rire cristallin. « Comme c'est pittoresque !» Gabriel sentit la tension monter et posa discrètement une main dans le dos de Claire, un geste de soutien qui n'échappa pas aux regards aiguisés du couple Malherbe. « Si vous voulez bien nous excuser, » dit-il poliment, « je dois présenter Claire à Madame Chen, notre partenaire de Shanghai. » Ils s'éloignèrent, laissant les Malherbe à leur messe basse. Claire était encore bouillonnante de colère et d'humiliation. « Des gens charmants, » marmonna-t-elle entre ses dents. « Ne vous laissez pas atteindre, » lui conseilla Gabriel. « Henri et Marguerite représentent ce que ce milieu a de pire, l'arrogance et l'étroitesse d'esprit. Ils vous connaissent depuis longtemps. » Le visage de Gabriel se durcit. « Henri était un ami de mon père, et Marguerite, disons qu'elle était très proche d'Amélie. » Claire comprit. Ces gens appartenaient à l'ancien monde de Gabriel, celui d'avant l'accident. Il le regardait probablement avec le même mélange de pitié et de gêne qu'il venait de manifester envers elle. La soirée se poursuivit dans une succession de présentations et de conversations policées. Claire observait Gabriel naviguer avec aisance dans ce microcosme, mais elle percevait les regards en coin, les murmures qui s'arrêtaient à leur passage, les sourires forcés. Sa présence à ses côtés alimentait visiblement les ragots. Vers 22 heures, alors qu'il se dirigeait vers le bar, Claire entendit distinctement une conversation entre deux femmes élégantes qui se tenaient près d'une colonne de marbre. « Tu as vu Gabriel Marchand? Il a amené sa petite secrétaire. »« Vraiment, Diane, après Amélie de Montclair, tombée si bas, on dit qu'elle vient de banlieue. Enfin, tu imagines? Il faut dire que depuis son accident, le pauvre Gabriel n'a plus vraiment le choix. » Claire s'arrêta net, le souffle coupé par la cruauté de ses propos. Gabriel, qui avait entendu lui aussi, posa une main ferme sur son bras. « Ignorez-les, » murmura-t-il. « Ces vautours se nourrissent de médisance. » Mais Claire ne pouvait pas ignorer. Ces femmes parlaient d'elle comme d'un objet de charité, et de Gabriel comme d'un homme diminué qui devait se contenter de ce qu'il trouvait. La rage qu'elle ressentait n'était pas seulement pour elle, mais pour lui, pour l'injustice de ses jugements. « Gabriel !» Une voix masculine les interrompit. Un homme d'une 40aine d'années, au visage buriné par le soleil, s'approchait d'eux avec un sourire chaleureux. Je n'arrivais pas à croire que c'était vraiment toi. « Antoine !» Le visage de Gabriel s'illumina d'un plaisir sincère. « Ah, qu'est-ce que tu fais à Paris? Je te croyais en Afrique du Sud. Je suis rentré la semaine dernière. Mes vignobles du Cap marchent si bien que j'ai décidé d'ouvrir une filiale française. » L'homme se tourna vers Claire avec intérêt. « Et vous êtes ?»« Claire Delorme, » répondit-elle en serrant sa main tendue. « Antoine Rousseau, » dit l'homme avec un clin d'œil complice.
vieil ami de Gabriel et accessoirement son ancien compagnon de galère à HEC. La différence était frappante. Antoine regardait Claire sans arrière-pensée, avec une curiosité bienveillante. Il s'adressa à Gabriel comme à un égal, sans trace de pitié ou de gêne. « Dis-moi, Gabriel, » continua Antoine, « tu accepterais qu'on déjeune ensemble cette semaine ? J'aimerais avoir tes conseils pour mon projet. Et si Madame Delorme est libre, qu'elle se joigne à nous. Gabriel m'a dit que tu avais repris les affaires, et franchement, ça me fait un plaisir fou. » « Avec plaisir, » répondit Gabriel, visiblement touché par cet accueil sans réserve. Ils discutèrent encore quelques minutes, et Claire observait Gabriel se détendre progressivement. Avec Antoine, il redevenait lui-même, drôle, passionné, brillant. Pas l'homme diminué que certains voulaient voir en lui. Quand ils prirent congé d'Antoine, Gabriel semblait avoir retrouvé son assurance. Mais alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, ils furent interceptés par Marguerite de Malherbe, visiblement éméchée par le champagne. « Gabriel, mon cher, » roucoula-t-elle en lui attrapant le bras, « il faut absolument que je vous dise, Amélie sera de retour à Paris le mois prochain. Elle divorce, vous savez, elle m'a dit qu'elle regrettait... Enfin, vous comprenez. Peut-être pourriez-vous... »« Marguerite !» l'interrompit Gabriel d'une voix glaciale. « Je pense que vous avez suffisamment bu pour ce soir. »« Mais enfin, Gabriel, » protesta-t-elle en jetant un regard méprisant vers Claire, « vous ne pouvez pas sérieusement préférer ça à Amélie ?» Le silence qui s'abattit autour d'eux fut assourdissant. Plusieurs conversations s'arrêtèrent, et Claire sentit le poids des regards braqués sur eux. Gabriel était livide, sa mâchoire contractée par la colère. « Madame de Malherbe !» dit-il d'une voix dangereusement calme, « je vous conseille de présenter vos excuses à Mademoiselle Delorme, immédiatement. » Marguerite, réalisant soudain la portée de ses paroles, balbutia quelques mots d'excuses avant de s'éloigner précipitamment. Mais le mal était fait. Claire sentait les murmures reprendre autour d'eux, plus insistants encore. « Partons » murmura Gabriel en lui prenant le bras. Ils sortirent dans la nuit parisienne, laissant derrière eux l'atmosphère étouffante de la réception. Claire respirait avec difficulté, ébranlée par ce qu'elle venait de vivre. « Je suis désolé, » dit Gabriel, alors qu'ils attendaient leur voiture. « Ces gens sont cruels, » termina Claire. « Et vous avez raison, ils me regardent comme un objet de charité, comme si vous ne pouviez pas me choisir pour moi-même, mais seulement par dépit. » Gabriel se tourna vers elle, ses yeux brillants d'une émotion intense. « Claire, regardez-moi. » Elle leva les yeux vers lui. Et ce qu'elle vit dans son regard la bouleversa. « Je ne vous ai pas choisi par dépit, » dit-il avec une intensité qui la fit frissonner. « Je vous ai choisi malgré mes certitudes, malgré mes peurs, malgré tout ce qui me dit que je ne peux plus prétendre à certaines choses. » Leur visage était maintenant très proche, et Claire sentit son cœur s'emballer. Mais avant qu'aucun d'eux ne puisse faire un geste, leur voiture arriva. Le trajet de retour se déroula dans un silence chargé de tension et de non-dits. Claire savait qu'ils venaient de franchir une nouvelle étape, mais elle ignorait encore vers quoi cela les menait. Les jours qui suivirent la soirée de gala furent marqués par un changement subtil mais perceptible dans la relation entre Claire et Gabriel. Les barrières professionnelles s'estompaient progressivement, remplacées par une complicité plus personnelle qui transparaissait dans leurs échanges quotidiens. Gabriel avait pris l'habitude de lui demander son avis sur des questions qui dépassaient largement le cadre de ses attributions d'assistante. Claire, de son côté, se sentait de plus en plus à l'aise pour exprimer ses opinions, même quand elles divergeaient de celles de son patron. Un matin de décembre, alors qu'une fine couche de neige recouvrait Paris, Gabriel frappa à la porte du bureau de Claire, avec 2 cafés à la main. « Je me suis dit qu'on pourrait prendre notre petit déjeuner ensemble, » dit-il avec un sourire. « J'ai quelque chose à vous proposer. » Claire accepta le café avec reconnaissance. Ces dernières semaines, elle avait multiplié les heures supplémentaires pour finaliser le dossier Hermès, et elle appréciait ces moments de détente avec Gabriel. « Je pars en déplacement à Londres la semaine prochaine, » annonça-t-il en s'installant dans le fauteuil face à son bureau. « 3 jours de négociations avec des investisseurs britanniques. J'aimerais que vous m'accompagniez. » Claire faillit s'étrangler avec son café. « À Londres? Mais je n'ai jamais voyagé pour le travail. Et mon passeport... »
Votre passeport est valide. J'ai vérifié avec les RH, dit Gabriel avec un clin d'œil amusé. Et ne vous inquiétez pas pour la logistique. Tout sera pris en charge par l'entreprise. Pourquoi moi? Demanda Claire, touchée mais surprise par cette proposition. Gabriel posa sa tasse et la regarda avec sérieux. Parce que vous avez un regard neuf sur notre secteur. Parce que votre intuition s'est révélée juste à chaque fois. Et parce que... Il hésita. Parce que j'ai confiance en vous. Plus qu'en quiconque. Cette déclaration, prononcée avec une simplicité désarmante, toucha Claire plus qu'elle ne voulait l'admettre. « D'accord, » dit-elle impulsivement. « J'accepte. Parfait. » Gabriel se leva, puis se rassit comme s'il hésitait à dire quelque chose. « Claire, il y a autre chose. Ces investisseurs, ils appartiennent au même milieu que les gens que nous avons rencontrés l'autre soir. Ils risquent d'avoir des préjugés. Vous voulez dire qu'ils vont me regarder comme une parvenue de banlieue? Possible. » Gabriel la regarda droit dans les yeux. « Cela vous pose-t-il un problème ?» Claire réfléchit. 3 semaines plus tôt, cette perspective l'aurait terrifiée. Maintenant, elle se sentait plus forte, armée par sa confiance grandissante et par le soutien indéfectible de Gabriel. « Non, » dit-elle fermement, « ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Je sais qui je suis et ce que je vaux. » Gabriel sourit, ce sourire rare et lumineux qui transformait complètement son visage. « Voilà bien la Claire que j'apprécie. » Le voyage à Londres fut une révélation pour Claire. Elle découvrit les coulisses de la haute finance internationale, assistant à des négociations où se jouaient des millions d'euros, observant Gabriel manœuvrer avec une habileté consommée entre les différents interlocuteurs. Leur hôtel, un palace victorien de Mayfair, la dépaysa complètement. Sa chambre, plus vaste que son appartement parisien, donnait sur Hyde Park. Le premier soir, elle resta de longues minutes à la fenêtre, contemplant les lumières de Londres et réalisant le chemin parcouru depuis ses débuts chez Valmont. Gabriel l'avait invitée à dîner dans le restaurant gastronomique de l'hôtel. Attablés dans un salon privé aux boiseries sombres, ils firent le point sur les négociations du jour tout en dégustant un menu raffiné. « Comment trouvez-vous Sir Richard Pemberton ?» demanda Gabriel en référence au principal investisseur britannique qu'ils avaient rencontré l'après-midi. « Intelligent, mais condescendant, » répondit Claire sans détour. « Il vous respecte professionnellement, mais il a du mal à accepter que vous ayez repris le contrôle après l'accident. » Gabriel haussa un sourcil, impressionné par sa perspicacité. « Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ? La façon dont il évite de regarder directement votre cicatrice, mais dont ses yeux y reviennent constamment, et ses questions insistantes sur votre état de santé, soi-disant pour des raisons d'assurance. Il vous teste. Et comment suggérez-vous que je réagisse ?» Claire prit une gorgée de vin avant de répondre. « Attaquez-le sur son point faible. Sa dernière acquisition, la chaîne d'hôtels Thornfield, bat de l'aile. Il a besoin de notre expertise pour redresser leur image. Montrez-lui que c'est lui qui a besoin de vous, pas l'inverse. » Gabriel la regarda avec une admiration non dissimulée. « Vous m'impressionnez, Claire. En 3 mois, vous avez développé une compréhension des enjeux qui dépasse celle de consultants avec 10 ans d'expérience. »« J'ai un bon professeur, » répondit-elle avec un sourire. Le compliment créa entre eux un moment de silence, chargé d'émotion. Dans l'éclairage tamisé du restaurant, Gabriel paraissait plus détendu qu'à Paris. Sa cicatrice était visible, mais elle ne faisait que souligner l'intensité de son regard. « Claire, » dit-il soudain, « puis-je vous demander quelque chose de personnel ?»« Bien sûr. Que pensiez-vous de moi quand vous m'avez vu au café ce premier matin ?»« Vraiment ?» Claire rougit, se remémorant cette scène qui lui semblait appartenir à une autre vie. « Honnêtement ?» Gabriel hocha la tête. « J'ai pensé que vous étiez quelqu'un de perdu, fragile, peut-être un peu abandonné par la vie. » Elle marqua une pause. « J'avais tort. Vous n'étiez pas perdu. Vous vous reconstituiez. Et maintenant, que voyez-vous quand vous me regardez ?» La question était posée avec une vulnérabilité qui serra le cœur de Claire. Elle comprit qu'il avait besoin d'entendre sa réponse, que son opinion comptait pour lui d'une façon qui dépassait le cadre professionnel. « Je vois un homme qui a traversé l'enfer et qui en est ressorti plus fort, plus vrai. »
Elle soutint son regard sans faillir. « Je vois quelqu'un qui m'inspire. » Gabriel tendit la main vers elle par-dessus la table, et elle n'hésita pas à la prendre. Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement, créant une connexion physique qui scella quelque chose d'important entre eux. « Merci, » murmura-t-il, « de me voir vraiment, de ne pas détourner les yeux. » Ils restèrent ainsi quelques instants, main dans la main, conscients qu'ils franchissaient une ligne invisible. Autour d'eux, le restaurant continuait à vivre, mais ils étaient dans une bulle d'intimité qui les isolait du monde. « Gabriel, » dit finalement Claire, « il faut que vous sachiez, ce que je ressens pour vous va au-delà du... » « Je sais, » l'interrompit-il doucement. « Moi aussi. » Cette confession mutuelle, prononcée à mi-mot, changea définitivement la nature de leur relation. Ils ne parlèrent plus pendant le reste du dîner, mais leurs regards disaient tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Plus tard, devant la porte de la chambre de Claire, ils s'arrêtèrent face à face. La tension entre eux était palpable, chargée de désir et d'émotions contenues. « Bonne nuit, Claire, » dit Gabriel d'une voix rauque. « Bonne nuit, Gabriel. » Ils se séparèrent sans s'embrasser, mais l'air crépitait d'électricité. Claire referma la porte de sa chambre et s'y adossa, le cœur battant. Elle savait qu'elle était en train de tomber amoureuse de cet homme complexe et blessé, et cette prise de conscience la terrifiait autant qu'elle l'exaltait. De l'autre côté du couloir, Gabriel restait immobile devant sa propre porte, luttant contre l'envie de retourner frapper chez Claire. Pour la première fois depuis l'accident, il se sentait capable d'aimer et d'être aimé. Mais cette perspective le remplissait autant d'espoir que d'angoisse. Le lendemain matin, quand ils se retrouvèrent pour le petit déjeuner, rien n'avait changé en apparence, mais tout était différent. Leurs regards se cherchaient constamment, leurs mains s'effleuraient par hasard et une complicité nouvelle teintait leurs échanges professionnels. La négociation avec Sir Richard Pemberton se déroula exactement comme Claire l'avait prévu. Gabriel attaqua sur le dossier Thornfield, retournant la situation à son avantage. L'investisseur britannique, pris au dépourvu, accepta les conditions proposées par Valmont, un associé. « Brillant !» murmura Claire à l'oreille de Gabriel alors qu'il quittait la salle de réunion. « C'est grâce à votre analyse, » répondit-il en lui effleurant la main. Ce voyage marqua un tournant dans leur relation. Ils rentrèrent à Paris plus proches que jamais, liés par une complicité professionnelle et une attirance personnelle qu'ils ne cherchaient plus à dissimuler. Mais ils savaient aussi que cette évolution allait compliquer considérablement leur situation, tant sur le plan professionnel que personnel. Le retour à Paris marqua le début d'une période délicate pour Claire et Gabriel. Leur complicité londonienne devait désormais composer avec la réalité quotidienne de leurs vies respectives, et les premières tensions ne tardèrent pas à apparaître. Tout commença lors d'un déjeuner avec des clients japonais, 3 semaines après leur retour. Gabriel avait organisé cette rencontre dans un restaurant gastronomique de Saint-Germain-des-Prés pour finaliser un contrat important avec la maison de cosmétiques Sakura International. Claire, qui avait étudié le dossier en détail, savait que ses clients attachaient une importance capitale au code de politesse et aux hiérarchies. Quand M. Tanaka, le PDG de Sakura, et ses adjoints arrivèrent, elle remarqua immédiatement leur surprise en découvrant qu'une femme, et visiblement pas issue de la haute bourgeoisie, participait aux négociations au même niveau que Gabriel. La situation se tendit quand M. Tanaka s'adressa exclusivement à Gabriel, ignorant totalement Claire malgré ses interventions pertinentes. Pire encore, quand elle présenta l'analyse marketing qu'elle avait préparée, il la remercia poliment mais demanda à Gabriel de confirmer ces données. « Bien sûr », répondit Gabriel diplomatiquement. « Mademoiselle Delorme est notre experte sur les marchés européens. Sa stratégie pour Sakura a été validée par notre comité de direction. » Mais Claire sentait bien que cette validation masculine était nécessaire pour que ses compétences soient reconnues. Une frustration sourde montait en elle, alimentée par des mois d'accumulation de ce genre de situation. Le déjeuner se termina sur un accord de principe, mais Claire était contrariée. Dans la voiture qui les ramenait au bureau, elle ne put s'empêcher d'exprimer son mécontentement. « Vous avez vu comment il m'a traité ?
comme si j'étais votre assistante décorative. » Gabriel soupira. « Claire, ces hommes viennent d'une culture très traditionnelle. Il faut du temps pour qu'ils acceptent qu'une femme de banlieue puisse avoir un cerveau ?» l'interrompit Claire avec amertume. « Gabriel, je commence à me demander si vous ne me gardez pas près de vous par habitude plutôt que par respect pour mes compétences. Comment pouvez-vous dire ça ?» Gabriel était visiblement blessé. « Après tout ce que nous avons accompli ensemble… » « Justement !» explosa Claire. « Nous avons accompli des choses ensemble, mais aux yeux du monde, c'est vous le génie et moi l'exécutante. Vous ne voyez pas le problème ?» Cette dispute, leur première véritable confrontation, jeta un froid entre eux. Gabriel ne comprenait pas pourquoi Claire remettait en question leur partenariat alors qu'il lui avait donné des responsabilités exceptionnelles. Claire, de son côté, se sentait réduite au rôle d'accessoire talentueux dans la success story de Gabriel. Les jours suivants furent marqués par une distance nouvelle entre eux. Ils travaillaient ensemble avec leur efficacité habituelle, mais la complicité spontanée avait disparu. Gabriel multipliait les gestes pour prouver qu'il respectait les compétences de Claire, mais elle y voyait une forme de condescendance qui l'irritait encore plus. La situation empira quand Amélie de Montclair fit son retour à Paris. Claire l'apprit par hasard en entendant une conversation téléphonique de Gabriel. Assis dans son bureau, porte entr'ouverte, il parlait d'une voix tendue à quelqu'un qui était manifestement son ex-fiancé. « Amélie, je comprends que tu veuilles me voir, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Non, je ne fuis pas le passé, je construis l'avenir. Écoute, si tu insistes vraiment… Nous pouvons déjeuner, mais… » Claire s'éloigna, le cœur serré. Amélie de Montclair, la femme qui avait abandonné Gabriel après l'accident, revenait dans sa vie au moment même où leur relation prenait une tournure personnelle. Cette coïncidence lui paraissait cruelle. Le lendemain, Gabriel lui annonça qu'il serait absent l'après-midi pour un rendez-vous personnel. Claire acquiesça froidement. Mais elle passa l'après-midi à imaginer Gabriel face à son ex-fiancée, cette femme d'une beauté parfaite qui appartenait à son monde d'origine. Quand Gabriel revint au bureau vers 17 heures, il paraissait épuisé et contrarié. Claire, qui l'attendait avec un café et les dossiers de la journée, remarqua sa mine défaite. « Comment s'est passé votre rendez-vous » demanda-t-elle en tentant de paraître détachée. Gabriel la regarda longuement, comme s'il hésitait sur la conduite à tenir. « Mal, dit-il finalement. Très mal. » Il s'effondra dans son fauteuil et passa une main dans ses cheveux. « Amélie veut reprendre notre relation. Elle dit qu'elle a réfléchi, qu'elle regrette sa réaction après l'accident, qu'elle a mûri. » Claire sentit son estomac se contracter. « Et vous, qu'est-ce que vous lui avez répondu? Que c'était trop tard, que j'avais changé, que ma vie avait pris une autre direction. » Il leva les yeux vers Claire. « Que j'aimais quelqu'un d'autre. » Ces derniers mots furent prononcés avec une intensité qui fit battre le cœur de Claire. Mais au lieu de la joie qu'elle aurait dû ressentir, une angoisse sourde l'envahit. « Gabriel, dit-elle lentement, vous êtes sûr que ce n'est pas un réflexe de protection? Vous êtes sûr que vous ne me voyez pas juste comme une alternative rassurante à un monde qui vous a blessé ?» Gabriel se leva d'un bond, visiblement choqué. « Comment pouvez-vous penser ça? »« Parce que j'ai peur, » avoua Claire avec une sincérité douloureuse. « J'ai peur d'être votre plan B. J'ai peur que vous me choisissiez par défaut, parce que je vous accepte comme vous êtes maintenant, pas par amour véritable. » Claire, non, laissez-moi finir. Les mots sortaient maintenant en cascade, libérant des semaines d'angoisse refoulées. Nous venons de mondes différents, Gabriel. Vous appartenez à une élite qui me regarde comme une curiosité au mieux, une intruse au pire. Et moi, je ne sais plus qui je suis. Est-ce que je vous aime vraiment, ou est-ce que je suis ébloui par ce que vous représentez? Gabriel contourna son bureau et vint se placer face à elle. « Regardez-moi, Claire. » Elle leva les yeux vers lui, troublée par l'intensité de son regard. « Je ne vous ai pas choisi par défaut, » dit-il d'une voix ferme. « Je vous ai choisi malgré tous les obstacles, malgré toutes les voix qui me disent que c'est impossible. Je vous ai choisi parce que vous me rendez meilleur, parce que vous me voyez vraiment, parce qu'avec vous, je redeviens l'homme que je veux être. » Il prit ses mains dans les siennes. «
Mais si vous doutez de vos sentiments, si vous pensez que tout cela n'est qu'une illusion, alors peut-être que vous avez raison, peut-être que nous nous mentons à nous-mêmes. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle voulait le croire, mais la conversation avec Amélie avait réveillé toutes ses insécurités. Dans ce bureau luxueux, face à cet homme qui appartenait naturellement à un monde qu'elle ne comprenait qu'à moitié, elle se sentait soudain très seule. « Je pense que j'ai besoin de temps, » murmura-t-elle, « pour réfléchir, pour comprendre ce que je veux vraiment. » Gabriel lâcha ses mains, accusant le coup. « Très bien, prenez le temps qu'il vous faut. »« Je vais demander ma mutation, » ajouta Claire impulsivement. « Retournez à un poste de secrétaire normal. Nous ne pouvons pas continuer à travailler ensemble dans ces conditions. Si c'est ce que vous souhaitez. » La voix de Gabriel était redevenue froide, professionnelle. « Je demanderai à Jacques de vous trouver quelque chose. » Cette conversation marqua la fin de leur collaboration directe. 3 jours plus tard, Claire était mutée au service commercial sous la direction de Sophie Lemaire. Un poste intéressant, bien rémunéré, mais qui la coupait complètement de Gabriel. Les semaines qui suivirent furent difficiles pour tous les deux. Gabriel se renferma dans un professionnalisme glacial, multipliant les heures de travail pour éviter de penser. Claire, de son côté, découvrait que la liberté qu'elle avait réclamée avait un goût amer. Elle tentait de se convaincre qu'elle avait pris la bonne décision, mais Gabriel lui manquait terriblement. Pas seulement l'homme qu'elle aimait, mais aussi le partenaire professionnel, l'ami, le complice qu'il était devenu. Un soir de janvier, alors qu'elle rentrait chez elle sous une pluie glacée, elle croisa Gabriel dans le hall de l'immeuble de Valmont. Ils se saluèrent poliment, échangèrent quelques mots sur la météo, mais l'aisance d'autrefois avait disparu. En le regardant s'éloigner, Claire réalisa qu'elle avait peut-être commis la plus grosse erreur de sa vie. Mais était-il déjà trop tard pour revenir en arrière? 2 mois s'écoulèrent dans cette distance douloureuse. Claire s'investissait corps et âme dans son nouveau poste, tentant de combler le vide laissé par Gabriel par un surcroît d'activité. Mais chaque jour, elle entendait parler de lui par bribes. Un contrat décroché, une négociation brillante, une présentation remarquée. Il semblait se porter à merveille sans elle. Ce qui la bouleversait le plus, c'était l'absence totale de nouvelles personnelles. Gabriel ne cherchait pas à la voir, ne lui donnait aucun signe. Soit il avait complètement tourné la page, soit il respectait scrupuleusement sa demande d'espace. Dans les 2 cas, cela lui faisait mal. Un vendredi soir de mars, alors qu'elle quittait les bureaux plus tard que d'habitude, Claire croisa Jacques Beaumont dans l'ascenseur. Son ancien patron la salua chaleureusement. « Claire, comment allez-vous? Vous me manquez, vous savez. Gabriel aussi d'ailleurs, même s'il ne le dit jamais. » Claire sentit son cœur s'emballer. « Comment va-t-il » Beaumont la regarda avec perspicacité. « Vous tenez vraiment à le savoir ?»« Oui, » avoua-t-elle dans un souffle. « Alors accompagnez-moi prendre un verre. Il y a des choses que vous devriez savoir. » Ils s'installèrent dans un café tranquille, près des Champs-Élysées. Beaumont commanda 2 whiskies et observa Claire avec l'attention d'un père inquiet. « Gabriel ne va pas bien, » dit-il sans détour. « Oh, professionnellement, il est au sommet. Les résultats de l'entreprise sont excellents. Les clients l'adorent. La presse économique le célèbre. Mais personnellement... » Il marqua une pause, choisissant ses mots. « Il travaille 16 heures par jour. Il ne voit plus personne en dehors du bureau. Il a refusé tous les événements mondains depuis votre séparation. Et hier, j'ai trouvé Amélie de Montclair qui l'attendait dans le hall. » Claire sentit son estomac se nouer. Et il ne l'a même pas saluée. Il est passé devant elle comme si elle n'existait pas. Beaumont but une gorgée de whisky. « Claire, cet homme vous aime, vraiment, au point de se détruire plutôt que de vous imposer sa présence. Mais nous sommes si différents, Jacques, nos milieux, nos codes, nos références. » « Et alors ?» l'interrompit Beaumont. « Vous croyez que l'amour se préoccupe des origines sociales? Ma femme était institutrice à Barbès quand je l'ai rencontrée. Cela fait 30 ans que nous sommes mariés, et elle reste la personne la plus intelligente que je connaisse. » Claire réfléchit à ces paroles en sirotant son whisky. « Jacques, puis-je vous demander quelque chose? En toute confidence? » « Bien sûr. Connaissez-vous l'adresse personnelle de Gabriel ?» Le week-end suivant,
Claire prit le RER jusqu'à Neuilly-sur-Seine. L'adresse que lui avait donnée Beaumont correspondait à un hôtel particulier du XIXe siècle, entouré d'un petit jardin. Loin du luxe ostentatoire qu'elle imaginait, la demeure dégageait une élégance discrète et chaleureuse. Elle sonna au portail, le cœur battant. Gabriel ouvrit lui-même, vêtu d'un simple pull en cachemire et d'un jean. Son visage exprima une surprise totale en la découvrant. « Claire, que faites-vous ici ? Il faut que nous parlions, dit-elle d'une voix qu'elle espérait plus ferme qu'elle ne l'était. Gabriel hésita, puis ouvrit le portail. « Entrez. » Il la conduisit à travers un petit salon cosy aux murs couverts de livres, jusqu'à une cuisine où régnait un désordre sympathique. Des journaux traînaient sur la table, une tasse de café refroidissait près d'un ordinateur portable. « Café ?» proposa Gabriel poliment. « Volontiers. » Ils s'installèrent face à face, séparés par la table de cuisine. L'atmosphère était tendue, chargée de tout ce qu'il ne s'était pas dit depuis des mois. « Comment allez-vous » demanda Gabriel. « Mal » répondit Claire avec une honnêteté brutale. « Et vous » ? « Pareil. » Il eut un sourire sans joie. « Mais c'est ce que vous vouliez, non ? De l'espace pour réfléchir ?» « Gabriel, j'ai réfléchi. Beaucoup. Et je crois que j'ai eu tort. » Il leva les yeux vers elle, une lueur d'espoir traversant brièvement son regard. « Tort sur quoi ? Sur tout. Sur mes motivations. Sur les vôtres. Sur ce qui nous sépare vraiment. » Claire prit une inspiration profonde. « J'ai eu peur, Gabriel. Peur de ne pas être à la hauteur de votre monde. Peur que vous me choisissiez par dépit. Peur de perdre qui je suis. Et maintenant ? Maintenant, je réalise que la seule chose dont j'ai vraiment peur, c'est de vous perdre. » Sa voix se brisa légèrement. « Ces 2 mois sans vous ont été les plus difficiles de ma vie. » Gabriel tendit la main vers elle, puis la retira avant de la toucher. « Claire, si vous êtes venue par pitié... »« Je ne suis pas venue par pitié, » l'interrompit-elle avec véhémence. « Je suis venue parce que vous me manquez. Votre intelligence me manque, votre humour me manque, votre façon de me pousser dans mes retranchements me manque. Et oui, vos baisers me manquent aussi, même si nous ne nous sommes jamais embrassés. » Cette dernière phrase, prononcée dans un élan d'impulsivité, fit sourire Gabriel malgré lui. « Nous ne nous sommes jamais embrassés, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on attend ?» La question flotta entre eux, chargée de tout ce qu'ils avaient refoulé pendant des mois. Gabriel se leva lentement et contourna la table. Claire se leva à son tour, et ils se retrouvèrent face à face, si proches qu'elle pouvait sentir son parfum familier. « Êtes-vous sûr ?» murmura Gabriel. « Parce que si nous franchissons cette ligne, il n'y aura plus de retour en arrière possible. » Pour toute réponse, Claire posa ses mains sur les joues de Gabriel, ses pouces effleurant délicatement sa cicatrice. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. » Ils s'embrassèrent enfin, avec une tendresse infinie doublée d'une passion longtemps contenue. Ce baiser scellait non seulement leurs sentiments, mais aussi leur décision de se battre ensemble contre tous les obstacles. Quand ils se séparèrent, Gabriel posa son front contre celui de Claire. « Je vous aime. » murmura-t-il. « Je vous aime pour qui vous êtes, d'où vous venez, et pour la femme exceptionnelle que vous êtes devenue. »« Moi aussi, je vous aime, » répondit Claire. « Avec vos cicatrices et vos blessures, avec votre passé et votre présent. » Ils passèrent le reste de l'après-midi à parler, à s'expliquer, à se retrouver. Gabriel lui fit visiter sa maison, simple et chaleureuse, si différente de l'image qu'elle s'en faisait. Il lui montra son bureau, tapissé de photos de leurs succès professionnels communs. « J'ai gardé tout ça, » avoua-t-il, « comme des souvenirs d'une époque où j'étais heureux. » Dans le jardin, ils découvrirent un petit atelier où Gabriel sculptait le bois pendant ses loisirs. Des œuvres inachevées témoignaient d'un talent artistique insoupçonné. « C'est ma thérapie, » expliqua-t-il. Créer quelque chose avec mes mains m'aide à oublier ce qu'elles ont perdu de leur dextérité. Cette révélation bouleversa Claire. Elle réalisait qu'elle ne connaissait qu'une facette de cet homme complexe et que leur séparation lui avait fait rater des découvertes précieuses. En fin de journée, assis sur un banc du jardin, ils regardèrent le soleil se coucher sur Paris. La tour Eiffel scintillait au loin, et Claire se sentait enfin à sa place. « Gabriel, » dit-elle soudain, « il y a encore une chose que je dois vous dire. »« Quoi donc ? » « Le matin où nous nous sommes rencontrés au café. »
Elle sourit. Vous étiez vraiment en train de commander quelque chose ou vous testiez déjà ma patience? Gabrielle éclata de rire, un rire franc et joyeux qu'elle ne lui avait jamais entendu. J'étais sincèrement perdu, avoua-t-il. C'était mon premier café en public depuis l'accident. J'avais peur des regards, peur des réactions. Et vous m'avez traité comme n'importe qui. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Même si je vous ai humilié, surtout parce que vous m'avez humilié. Elle lui prit la main. Vous m'avez rappelé que j'étais encore capable de provoquer des réactions normales chez les gens. Pas de la pitié, pas de la gêne, juste de l'agacement humain. Ils rirent ensemble, et Claire comprit que cette histoire, commencée par un malentendu, avait trouvé son sens véritable. Ils étaient faits pour être ensemble, avec leurs différences et leurs blessures respectives. Mais ils savaient aussi que le plus difficile restait à venir. Convaincre le monde que leur amour était authentique et durable. Le retour de Claire dans l'équipe de Gabrielle, une semaine après leur réconciliation, ne passa pas inaperçu chez Valmont, un associé. Les murmures dans les couloirs reprirent de plus belle, alimentés par leur évidente complicité retrouvée et les regards tendres qu'ils échangeaient parfois. « Je vous avais dit que ça finirait comme ça », confia Morgane, la réceptionniste, à sa collègue. Une fille comme elle, avec un patron comme lui, elle a visé haut. Ces commérages parvinrent aux oreilles de Gabrielle et Claire, mais ils avaient décidé de les ignorer. Ils avaient des choses plus importantes à construire ensemble, à commencer par leur relation qui évoluait désormais ouvertement vers quelque chose de personnel. Cependant, l'épreuve véritable vint d'où ils ne l'attendaient pas. Un matin d'avril, Gabrielle reçut un appel de son avocat. Une enquête journalistique était en cours sur les nouvelles mœurs du patronat français, et le nom de Gabrielle était cité. Un journaliste de l'Express économique souhaitait l'interviewer sur sa relation privilégiée avec son assistante. « Ils ont des photos de nous sortant du restaurant à Londres », expliqua Gabrielle à Claire après avoir raccroché. « Et d'autres de notre dîner chez moi la semaine dernière. Quelqu'un nous suit ou quelqu'un nous dénonce ?» Claire sentit une bouffée d'angoisse l'envahir. Qu'est-ce qu'ils cherchent exactement? À vendre du papier? Le patron défiguré qui se console avec sa secrétaire, c'est un angle qui fait vendre. Gabriel était furieux, mais aussi inquiet. Claire, ils vont fouiller dans votre vie privée, celle de votre famille. Ils vont transformer notre histoire en roman photo sordide. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Soit nous nions tout et nous nous cachons, soit nous assumons publiquement et nous affrontons la tempête. Cette nuit-là, Claire ne dormit pas. Elle imaginait les gros titres dans la presse, les commentaires sur les réseaux sociaux, les regards de ses anciens voisins de Belleville. Elle pensait à Élise, à leur mère malade, à toutes les conséquences qu'une exposition médiatique pourrait avoir sur sa famille. Le lendemain matin, elle trouva Gabriel dans son bureau, plutôt que d'habitude. Il étudiait plusieurs journaux étalés sur son bureau, le visage sombre. « C'est sorti », dit-il simplement en lui tendant l'Express économique. L'article s'étalait sur 2 pages, avec des photos d'eux à Londres et une autre de Claire sortant de l'immeuble de Gabriel. Le titre était accrocheur. « Gabriel Marchand, l'amour après l'accident ». Comment un patron blessé a trouvé le réconfort auprès de sa secrétaire de banlieue? Claire lut l'article en diagonale, le cœur serré. Le journaliste avait mené son enquête. Il décrivait son enfance à Belleville, les difficultés financières de sa famille, sa montée sociale fulgurante grâce à Gabriel. Il insinuait qu'elle avait profité de la vulnérabilité de son patron pour s'élever dans l'échelle sociale. Gabriel, de son côté, était dépeint comme un homme diminué par l'accident, abandonné par son milieu, qui s'était rabattu sur une relation déséquilibrée avec une employée ambitieuse. « C'est ignoble », murmura Claire en posant le journal. « Ils nous salissent tous les deux. Le pire, c'est qu'ils vont récidiver. D'autres journaux vont reprendre l'histoire, l'amplifier, la déformer encore plus. » Gabriel passa une main fatiguée dans ses cheveux. « Claire, je ne peux pas vous imposer ça. Si vous voulez partir, prendre vos distances, le temps que ça se tasse, Gabriel, regardez-moi. » Claire vint se placer face à lui, le forçant à soutenir son regard. « Vous croyez vraiment que je vais fuir à la première difficulté? Mais votre famille, votre réputation... »
Ma famille m'aime et me fait confiance. Quant à ma réputation, Claire eut un sourire déterminé. J'ai survécu aux ragots de Belleville. Je survivrai à ceux du tout Paris. Leur détermination fut mise à rude épreuve dans les jours qui suivirent. D'autres articles parurent, de plus en plus sensationnalistes. Des paparazzis les suivaient parfois. Claire reçut des appels de journalistes à son domicile, obligeant Élise à décrocher le téléphone. Le plus dur fut la réaction de certains clients de Valmont. 3 d'entre eux demandèrent à ne plus travailler avec Claire, estimant que sa notoriété nuisait à l'image de discrétion que recherchait leur entreprise. Gabriel refusa catégoriquement de la retirer de ses dossiers, provoquant la perte de ses contrats. « Vous venez de perdre 3 millions d'euros à cause de moi », lui dit Claire un soir, alors qu'ils quittaient ensemble le bureau sous les flashs de quelques photographes. « Et alors ?» répliqua Gabriel en la prenant par la main devant les objectifs. « Ces clients-là ne nous méritaient pas. » Ce geste public, se tenir la main devant les photographes, fit le tour de la presse People. Mais loin de les affaiblir, il marquait leur refus de se cacher. La crise atteignit son paroxysme lors d'un conseil d'administration extraordinaire de Valmont & Associés. Plusieurs membres, inquiets de l'impact médiatique sur l'image de l'entreprise, demandèrent des explications à Gabriel. « Monsieur Marchand, » dit sèchement Madame Durand, représentante des actionnaires minoritaires, « vos choix personnels commencent à affecter nos résultats. Ne pensez-vous pas qu'il serait plus sage de réorganiser votre équipe ?» Gabriel se leva, imposant dans son costume sombre. « Madame Durand, permettez-moi de vous rappeler que sous ma direction, Valmont & Associés a augmenté son chiffre d'affaires de 40% en moins d'1 an. Ces résultats, nous les devons en grande partie au travail exceptionnel de Mademoiselle Delorme. »« Certes, mais il n'y a pas de mais », l'interrompit Gabriel fermement. « Si certains d'entre vous préfèrent sacrifier nos meilleurs éléments sur l'autel des convenances sociales, libre à vous de chercher un autre PDG. » Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Gabriel venait de mettre sa propre position en jeu pour défendre Claire. Cette prise de risque, cette loyauté absolue touchèrent profondément les membres du conseil qui le connaissaient depuis des années. Finalement, c'est Henri de Malherbe qui prit la parole. « Gabriel a raison. Nous jugeons sur les résultats, pas sur la vie privée, et les résultats sont là. » Le conseil vota la confiance à Gabriel à une large majorité. Mais cette victoire avait un prix. Ils savaient désormais qu'ils étaient observés, jugés, et que leur moindre faux pas serait amplifié. Le soir même, épuisés par cette journée éprouvante, Gabriel et Claire se retrouvèrent dans le petit jardin de la maison de Neuilly. Assis sur leur banc habituel, ils regardaient les étoiles en silence. « Vous regrettez ?» demanda finalement Claire. « Quoi donc ? D'avoir risqué votre poste pour moi. » Gabriel se tourna vers elle, ses yeux brillants dans la pénombre. « Claire, écoutez-moi bien. J'ai passé 3 ans à survivre. Depuis que vous êtes dans ma vie, j'ai recommencé à vivre. Alors non, je ne regrette rien, et je recommencerai demain si c'était nécessaire. » Claire se blottit contre lui, émue par cette déclaration. « Moi aussi, je recommencerai tout, même ce fameux matin au café. Même en sachant où ça nous mènerait, surtout en sachant où ça nous mènerait. » Ils restèrent enlacés dans le silence du jardin, conscients d'avoir franchi une étape cruciale. Ils avaient survécu à leur première véritable épreuve en tant que couple, et cette expérience avait renforcé leur lien plutôt que de l'affaiblir. Mais ils savaient aussi que d'autres défis les attendaient. L'amour, ils venaient de l'apprendre, était parfois un combat, et ils étaient prêts à le mener ensemble. 6 mois après la tempête médiatique, Claire et Gabriel avaient trouvé leur rythme. La presse s'était lassée de leur histoire. Les clients étaient revenus, attirés par les excellents résultats de Valmont & Associés. Leur relation, désormais publique et assumée, avait gagné en sérénité et en profondeur. Un vendredi soir de septembre, alors qu'ils finalisaient ensemble la présentation d'un nouveau contrat, Gabriel reçut un appel qui changea la donne. « Gabriel Marchand ? Ici, Maître Rousselin, notaire de famille. J'ai une information importante à vous communiquer concernant la succession de votre grand-tante Marguerite. Pourriez-vous passer à mon étude lundi matin ?» Gabriel fronça les sourcils.
Sa grand-tante Marguerite était décédée quelques mois plus tôt, mais il pensait que tous les aspects de sa succession avaient été réglés. Le lundi suivant, dans l'étude feutrée de Maître Rousselin, Gabriel découvrit avec stupéfaction l'existence d'un codicille au testament de sa grand-tante. La vieille dame, qui avait suivi de loin sa reconstruction après l'accident, lui léguait une propriété familiale qu'il ignorait posséder. Un petit château en Normandie, accompagné d'un domaine de plusieurs hectares et d'une surprenante annexe. Votre grand-tante a expressément souhaité que cette propriété ne vous soit transmise que si vous aviez trouvé quelqu'un qui vous aime pour vous-même, et non pour votre nom ou votre fortune, expliqua le notaire en lisant le document. Elle précise également qu'elle souhaite que cette propriété serve à donner leur chance à des jeunes talents qui, comme votre élu, viennent de milieux modestes. Gabriel était abasourdi. Sa grand-tante Marguerite, qu'il n'avait vue que quelques fois dans sa jeunesse, avait apparemment suivi sa vie de loin et approuvé son choix de Claire. Il y a autre chose, continua le notaire. Le domaine comprend un bâtiment qui abritait autrefois une école d'arts appliqués. Votre grand-tante a souhaité qu'il soit restauré et remis en service. Elle a même constitué une dotation pour financer les études de jeunes créateurs issus de milieux défavorisés. Gabriel quitta l'étude dans un état de profonde émotion. Non seulement sa grand-tante avait validé son amour pour Claire, mais elle lui offrait en plus les moyens de concrétiser un projet qui lui tenait à cœur depuis des mois. Ce soir-là, il emmena Claire dîner dans leur restaurant habituel, celui où ils avaient eu leur première conversation professionnelle importante. Il attendit le dessert pour lui parler de l'héritage. « Claire, » dit-il en sortant les documents du notaire, « j'ai quelque chose d'extraordinaire à vous dire. » Il lui raconta l'histoire de sa grand-tante, la propriété héritée, l'école d'arts appliquée à restaurer. Claire l'écoutait, les yeux écarquillés, comprenant progressivement l'ampleur de ce que cela représentait. « Une école d'arts appliquée » répéta-t-elle, incrédule. « Vous voulez dire design graphique, décoration, ce genre de choses ?»« Entre autres, oui. » Gabriel sourit en voyant son excitation grandissante. « Claire, vous souvenez-vous m'avoir dit, il y a longtemps, que vous aviez toujours rêvé d'étudier le design graphique? Mais c'était juste un rêve de gamine. Pourquoi? Parce que vous veniez de Belleville? Parce que votre famille n'avait pas les moyens ?» Gabriel prit ses mains dans les siennes. « Ma grand-tante a créé cette fondation exactement pour des gens comme vous, des talents qui n'ont jamais eu leur chance. » Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. « Gabriel, vous n'allez pas me proposer de diriger cette école? » « Si, c'est exactement ce que je vous propose. » Gabriel sortit un autre document de sa veste. « J'ai déjà contacté des professionnels. Avec votre expérience chez Valmont, votre compréhension des enjeux commerciaux et votre sensibilité artistique, vous seriez parfaite pour ce poste. Mais je n'ai aucune qualification académique. L'école serait créée sur mesure. Formation continue pour vous, équipe pédagogique expérimentée, partenariat avec des entreprises. » Gabriel était de plus en plus enthousiaste. « Claire, imaginez, offrir à des jeunes de banlieue les mêmes opportunités que celles qu'ont toujours eues les gosses de riches. Leur prouver que le talent n'a pas d'origine sociale. » Claire était bouleversée. Ce projet répondait à des aspirations qu'elle avait depuis longtemps enfouies par pragmatisme et par habitude de limiter ses ambitions. « Et nous ?» demanda-t-elle. « Si j'accepte, nous ne travaillerions plus ensemble? » « Non, mais nous construirions quelque chose ensemble, quelque chose qui nous ressemble. » Gabriel caressa doucement ses joues humides. « Claire, vous m'avez appris que l'amour, c'est voir les possibilités chez l'autre et l'aider à les réaliser. Laissez-moi faire la même chose pour vous. » Cette conversation marqua un tournant décisif dans leur relation. Claire accepta le projet, mais à ses conditions. Elle voulait d'abord suivre une formation accélérée en gestion d'établissements scolaires, s'entourer de professionnels expérimentés et surtout garder un lien avec Valmont en tant que consultante. Les mois qui suivirent furent intensifs. Claire partagea son temps entre Valmont et ses nouvelles responsabilités. Elle découvrit la propriété normande, un petit château du XVIIIe siècle au charme fou, entouré de jardins à l'anglaise et abritant effectivement les vestiges d'une ancienne école d'art.
Gabriel l'accompagnait souvent le week-end pour superviser les travaux de rénovation. Il passait des heures à imaginer l'aménagement des ateliers, à discuter des programmes pédagogiques, à rêver aux futures promotions d'étudiants. « Vous savez ce qui me plaît le plus dans ce projet ?» dit Claire un dimanche après-midi alors qu'il pique-niquait dans le jardin du château. « Quoi donc ? C'est que votre grand-tante nous a fait confiance avant même de nous connaître vraiment. Elle a misé sur notre histoire d'amour pour valider ses choix. » Gabriel réfléchit à ces paroles. « Vous pensez qu'elle avait raison? Que notre amour était si évident? Je pense qu'elle a reconnu quelque chose d'authentique dans ce que nous vivons, quelque chose qui dépasse les conventions sociales et les apparences. » Claire se blottit contre lui. « Nous sommes la preuve vivante que l'amour peut triompher des préjugés. » Cette période de construction commune renforça encore leur complicité. Ils apprenaient à être partenaires autrement que dans le cadre hiérarchique de Valmont. Gabrielle découvrait les talents d'organisatrice et de leader de Claire, tandis qu'elle admirait sa capacité à concrétiser des rêves apparemment impossibles. Un soir de décembre, alors qu'il célébrait l'obtention des dernières autorisations administratives pour l'école, Gabrielle fit une proposition qui surprit Claire. « J'aimerais que nous emménagions ensemble. » Officiellement. Claire leva les yeux de ses dossiers. « Dans votre maison de Neuilly ? » ?»« Non. Ici, en Normandie. Nous pourrions garder un pied-à-terre parisien, mais faire de ce château notre vraie maison. Qu'en dites-vous ? » L'idée était séduisante. Vivre sur place leur permettrait de suivre de près le développement de l'école. Et Claire commençait à s'attacher à cette campagne normande, qui contrastait si agréablement avec l'agitation parisienne. « Et Élise ?» demanda-t-elle. « Ma sœur termine ses études cette année. Nous avons de la place. Si elle veut, elle peut venir s'installer ici, le temps de se lancer dans la vie. » Gabriel sourit. « Et puis, une école d'arts appliqués a toujours besoin d'une coordinatrice administrative compétente. » Cette proposition d'inclure sa famille dans leurs projets futurs toucha profondément Claire. Gabriel ne cherchait pas seulement à l'aimer, mais aussi à l'aider à rester connecté à ses racines et à ses proches. « Gabriel, » dit-elle en posant ses mains sur ses joues, « il y a quelque chose que je dois vous dire. » « Quoi donc ? » ?»« Ce fameux matin au café. Si c'était à refaire, je vous dirais exactement la même chose. Parce que cette colère, cette impatience, cette spontanéité, c'était déjà moi qui vous aimais sans le savoir. » Gabriel éclata de rire. « Dans ce cas, je recommencerai aussi à hésiter devant le menu, pour le plaisir de vous entendre me remettre à ma place. » Ils s'embrassèrent dans le salon du petit château, entourés des plans de leur future école, conscients d'avoir trouvé leur équilibre parfait entre amour et projet commun. L'école d'arts appliqués Marguerite Marchand ouvrirait ses portes à la rentrée suivante, avec Claire comme directrice et Gabriel comme président du conseil d'administration. Leur histoire, née d'un malentendu dans un café parisien, était devenue le socle d'un projet qui donnerait leur chance à des centaines de jeunes talents. Ils avaient transformé leurs blessures respectives en force créatrice et leur amour en vecteur de changement social. C'était peut-être cela, le vrai miracle de leur rencontre. 2 ans après l'ouverture de l'école Marguerite Marchand, Claire se promenait dans les couloirs de l'établissement par un matin de printemps ensoleillé. L'école accueillait maintenant 80 étudiants issus de quartiers populaires de toute la France, dans des formations allant du design graphique à l'architecture d'intérieur, en passant par la création numérique. Les ateliers bourdonnaient d'activités. Dans celui de design graphique, une jeune fille aux cheveux colorés présentait son projet de rebranding pour une association caritative. Plus loin, des étudiants en décoration travaillaient sur la rénovation d'une crèche de banlieue. Partout, Claire voyait des regards déterminés, des rêves en construction, des talents qui s'épanouissaient. « Madame la directrice !» l'interpella Kevin, un étudiant de première année venu de Marseille. « Vous avez vu mon portfolio pour le concours ?» Claire sourit. Ce garçon de 19 ans, fils d'immigrés, créait des affiches d'une modernité saisissante. Dans 6 mois, il décrochera un stage chez un grand cabinet parisien. Il est remarquable, Kevin. Continue comme ça. En sortant du bâtiment pédagogique, Claire aperçut Gabriel qui revenait de Paris.
Il descendait de sa voiture, une mallette à la main, et ce sourire particulier qu'il réservait au moment où il la retrouvait après une absence. « Comment s'est passée ta réunion avec le ministère ?» demanda-t-elle en l'embrassant. « Excellente. Ils veulent reproduire notre modèle dans 3 autres régions. » Gabrielle posa ses mains sur les hanches de Claire. « Ma brillante directrice va devenir consultante nationale pour le développement d'écoles populaires d'arts appliqués. » Claire sentit une bouffée de fierté l'envahir. 2 ans plus tôt, elle était secrétaire dans une entreprise parisienne. Aujourd'hui, elle dirigeait un établissement pionnier et le gouvernement sollicitait son expertise. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Comment va Valmont sans nous ?» Gabrielle avait progressivement délégué la direction opérationnelle de l'entreprise pour se consacrer au développement de projets sociaux innovants. Jacques assure l'intérim à merveille. Et notre nouveau projet avec la Fondation me passionne encore plus. Ils rentrèrent ensemble dans le petit château qui était devenu leur foyer. Élise, qui avait effectivement rejoint l'équipe comme coordinatrice administrative, les attendait avec du thé et des nouvelles de leur mère, dont la santé s'était considérablement améliorée depuis qu'elle pouvait enfin se permettre les meilleurs soins. « Au fait, » dit Élise avec un sourire malicieux, « vous avez reçu une invitation intéressante. » Elle leur tendit un carton gravé élégant. Claire le lut et éclata de rire. « L'Association des femmes chefs d'entreprise veut me décerner le prix de l'innovation sociale. Et le plus drôle, ajouta Élise, c'est que la cérémonie a lieu à l'hôtel de Soubise, là où vous avez essuyé vos premiers sarcasmes il y a 3 ans. » Gabrielle et Claire échangèrent un regard complice. Le symbole était parfait. Retourner dans ce lieu où on les avait regardés avec condescendance, mais cette fois en tant que couple reconnu et respecté pour leur contribution sociale. « J'accepte, » dit Claire, « mais à une condition, nous passerons d'abord par le café des 2 Moulins. » Le matin de la cérémonie, ils prirent effectivement le petit déjeuner dans le café où tout avait commencé. Le même barista aux cheveux bouclés était derrière le comptoir. Il reconnut Gabrielle et leur fit un clin d'œil. « Alors, vous ne vous disputez plus pour savoir qui commande en premier ?» demanda-t-il avec un sourire taquin. « De plus jamais, » répondit Claire en serrant la main de Gabrielle. « Maintenant, nous savons tous les 2 ce que nous voulons. » Assis à la même table où Gabrielle avait laissé ses 20 € 3 ans plus tôt, il savourait ce moment symbolique. Claire observait l'homme qu'elle aimait. Sa cicatrice était toujours là, mais elle ne voyait plus qu'elle. Elle voyait ses yeux brillants d'intelligence et de tendresse, ses mains expressives quand il parlait de leur projet, sa façon de l'écouter avec cette attention totale qui la faisait se sentir unique. « À quoi pensez-vous » demanda Gabrielle en interceptant son regard. « Je pense à cette femme pressée et colérique qui a bousculé un inconnu ici même il y a 3 ans. » Claire sourit. « Je me demande ce qu'elle dirait si elle voyait où nous en sommes aujourd'hui. » « Ah, elle dirait probablement qu'elle n'a pas de temps à perdre avec ce genre de rêverie, » répliqua Gabrielle en riant. « Cette Claire-là était trop pragmatique pour croire aux contes de fées. Vous avez raison. » Claire prit une gorgée de café. Heureusement qu'elle n'avait pas le choix. Le sort en a décidé autrement. Le sort. Gabrielle haussa un sourcil amusé. « Je pensais que c'était plutôt votre franc-parler et mon besoin désespéré de normalité qui nous avait rapprochés. » « Appelons ça comme vous voulez. » Claire se pencha vers lui par-dessus la table. « L'important, c'est que cette dispute absurde nous ait menés ici. » Ils quittèrent le café main dans la main, sous le regard attendri du barista. Direction l'hôtel de Soubise, où Claire allait recevoir un prix qui consacrait son parcours exceptionnel. La cérémonie fut un triomphe. Claire, élégante dans une robe bleue marine qui rappelait celle de leur première soirée mondaine, prononça un discours émouvant sur l'importance de donner leur chance aux talents de tout milieu. L'assemblée, composée de dirigeantes d'entreprises, d'élus et de personnalités du monde associatif, l'applaudit chaleureusement. « Il y a 3 ans, dit-elle face au micro, j'étais une simple secrétaire qui pensait que ses rêves étaient trop grands pour elle. Aujourd'hui, je dirige une école qui a déjà permis à 150 jeunes de transformer leurs propres rêves en réalité. Si j'ai un message à faire passer, c'est celui-ci. Ne laissez jamais personne décider à votre place de ce dont vous êtes capable. » Gabrielle, assis au premier rang, la regardait avec une fierté non dissimulée.
Cette femme extraordinaire était à lui, comme il était à elle, dans un amour qui avait grandi et mûri à travers les épreuves. Après la cérémonie, ils furent abordés par Henri et Marguerite de Malherbe. Le couple, vieilli mais toujours aussi élégant, s'approcha d'eux avec une humilité que Claire ne leur avait jamais vue. « Mademoiselle Delorme, pardon, Madame la directrice, » dit Marguerite avec un sourire sincère. « J'aimerais vous présenter mes excuses pour mon comportement d'il y a quelques années. J'ai suivi vos travaux dans la presse et je dois reconnaître que j'avais tort, complètement tort. » Henri acquiesça. « Votre école fait honneur à notre pays et vous formez un couple remarquable. Nous nous sommes trompés sur toute la ligne. » Gabriel accepta leurs excuses avec grâce, mais Claire fut encore plus touchée par cette reconnaissance tardive. Ces gens qui l'avaient méprisé reconnaissaient maintenant sa valeur. La boucle était bouclée. En rentrant en Normandie ce soir-là, ils s'arrêtèrent une dernière fois dans le jardin de leur château. Assis sur leur banc habituel, sous les étoiles, ils contemplaient le chemin parcouru. « Gabriel, » dit Claire en se blottissant contre son épaule, « j'ai quelque chose à vous avouer. » « Encore » plaisanta-t-il. « Après 3 ans, j'espère qu'il ne reste plus de secret entre nous. Celui-ci, si. » Claire leva les yeux vers lui. « Le premier matin, au café, quand je vous ai regardé vraiment, j'ai ressenti quelque chose. Une reconnaissance instantanée, comme si une partie de moi savait déjà que vous étiez important. » Gabriel la serra plus fort contre lui. « Moi aussi. Malgré votre colère, malgré ma gêne, j'ai su immédiatement que vous étiez différente, que vous alliez compter. Alors nous étions prédestinés? Nous étions 2 personnes blessées qui ont eu la chance de se trouver au bon moment. » Gabriel déposa un baiser sur ses cheveux. « Le reste, nous l'avons construit ensemble. » Claire ferma les yeux, savourant cette perfection tranquille. Elle pensait aux étudiants qui dormaient dans les dortoirs de l'école, à leurs rêves en gestation, aux projets qu'elle et Gabriel allaient encore développer ensemble. Elle pensait à ce matin lointain où elle avait humilié un inconnu dans un café, sans imaginer une seconde que cet homme deviendrait l'amour de sa vie et son partenaire dans la construction d'un monde plus juste. « Je vous aime », murmura-t-elle dans la nuit normande. « Moi aussi, je vous aime », répondit Gabriel, « pour toujours. » Et sous les étoiles qui avaient vu naître tant d'histoires d'amour avant la leur, Claire et Gabriel scellèrent une fois de plus leur engagement mutuel. Ils avaient prouvé que l'amour pouvait triompher des préjugés, que les blessures pouvaient devenir des forces, et que 2 êtres imparfaits pouvaient créer ensemble quelque chose de parfaitement beau. Leur histoire, née d'une humiliation dans un café parisien, était devenue un conte moderne, où l'amour véritable récompense ceux qui ont le courage de voir au-delà des apparences.